Mes chers collègues, nous nous réunissons ce matin en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010 pour entendre Franck Leroy, que le président de la République propose de nommer aux fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Monsieur Leroy, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission. Je rappelle la procédure que vous connaissez tous bien désormais. L'audition d'aujourd'hui, qui est publique, sera suivie d'un vote par scrutin secret effectué par appel nominal et hors la présence de la personne auditionnée. Aucune délégation de vote ne sera possible. Le dépouillement du scrutin aura lieu non pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, le mercredi 20 décembre, après que M. Leroy aura été entendu par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Je rappelle également qu'en application de notre règlement, nous avons nommé un rapporteur sur cette proposition de nomination, M. Vincent Thiébaut. Il a élaboré avec efficacité pour notre commission un questionnaire qui a été préalablement envoyé à M. Franck Leroy, dont les réponses vous ont été communiquées. Avant de donner la parole à notre rapporteur, je souhaite saluer M. Leroy, saluer la proposition du président de la République. Je souhaite mettre en avant votre engagement, en rappelant que la responsabilité si nos commissions respectives au Sénat et à l'Assemblée nationale valident cette proposition de nomination à la tête de l'AFIT. Rappelez que l'AFIT est une lourde responsabilité, l'agence ayant pour mission de mettre en œuvre la trajectoire volontariste de l'État dans les infrastructures, inscrites notamment dans la loi d'orientation des mobilités de 2019. Notre pays doit relever plusieurs défis, comme la régénération et le développement des réseaux qui servent au transport de la vie quotidienne pour des millions de nos concitoyens, ou encore l'amélioration du transport de marchandises. L'ensemble de cette politique devant contribuer à la fois à la lutte contre le dérèglement climatique et un aménagement durable, un aménagement équilibré de notre territoire. Les investissements à lancer sont massifs. L'article 15 du projet de loi de finances pour 2024, sur lequel notre commission a émis un avis favorable le 9 octobre dernier, devrait apporter annuellement 600 millions d'euros de ressources supplémentaires à l'AFIT, marquant ainsi la volonté du législateur de soutenir cette agence et de conduire une politique de modernisation de nos infrastructures. Bien évidemment, nous serons très attentifs à votre analyse sur ce sujet, notre commission étant pleinement investie dans la matière. Je rappelle que nous avons voté il y a peu pour le développement de services express régionaux métropolitains qui constituent un vrai choc d'offres en matière d'infrastructures de transport. Sans plus tarder, je vais céder la parole à monsieur le rapporteur, monsieur Vincent Thiébaut, pour quelques minutes. Et puis, monsieur Leroy, vous aurez la parole. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être efficace. Monsieur Leroy, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues. Monsieur Leroy, nous sommes réunis ce matin pour étudier et nous prononcer sur votre nomination à la présidence du conseil d'administration de l'Agence de financement et des infrastructures de transport de France, en application de l'article 13 de la Constitution. Je vous remercie au préalable déjà pour la qualité de vos réponses et les précisions que vous avez apportées au questionnaire que nous avons au préalable transmis, mais je souhaiterais revenir sur quelques-uns des points que vous abordez. Comme vous le rappelez, comme cela a été dit par le Président, l'agence, l'AFIT, est le bras armé de l'État et a un rôle essentiel notamment pour les transports et notamment par rapport aux défis majeurs qui sont devant nous, que ce soit dans la décarbonation, la transition écologique, mais aussi le désenclavement aussi de certains territoires. En cela, je me réjouis comme vous de la hausse prévue du budget de l'AFIT de 20% en 2024 par rapport à 2023 et de la part croissante de ce budget consacré aux modes de transport alternatifs. Je rappelle que les 2/3 des financements de l'AFIT France bénéficient de ces modes alternatifs à la route.
Vous envisagez toutefois l'avenir du transport routier dans une logique d'intermodalité et de complémentarité avec les modes de transport décarbonés. Selon vous, cette voie que vous appelez de vos vœux permettrait de renforcer l'acceptabilité des choix politiques en matière de transport auprès de nos citoyens, notamment dans des territoires aujourd'hui sur lesquels la voiture est incontournable. Vous dites également vouloir avoir un rôle actif si vous êtes nommé à la tête de la FIT France. Et grâce au travail de prédécesseurs, la visibilité de l'agence est accrue ces dernières années auprès des élus locaux. Souhaitez-vous également accroître la visibilité de l'agence auprès du grand public? En effet, vous dites que le public a besoin de clarté sur les politiques mises en œuvre et que les orientations nationales traduites en investissement d'un territoire fassent objet d'une préparation, d'un suivi et d'une mise en valeur spécifique. Comment envisagez-vous l'action de la FIT France pour mieux informer et peut-être même associer nos concitoyens aux politiques de transport? On le voit encore aujourd'hui, certains projets d'infrastructure font largement débat. Vous mettez également en avant le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques de transition écologique en rappelant la place centrale occupée par les transports dans leur budget, en particulier pour les régions. Et à ce titre, je me félicite aussi de l'action que vous menez au sein de la région Grand Est, qui est connue pour son approche et son approche volontaire sur les transports publics. Et je salue aussi, notamment, je sais que vous avez un budget prévisionnel 2024 qui est en cohérence avec les investissements qui sont faits au niveau national, puisque c'est plus d'1 milliard aujourd'hui qui vont être dépensés par la région sur le sujet des transports, particulièrement sur le ferroviaire, au niveau de la région Grand Est. Dans le cadre de CPER, vous signez aussi également le rôle de garant de la FIT France pour sécuriser et crédibiliser les engagements de l'État en diminuant le risque d'effet d'annonce, notamment par rapport au plan de 100 milliards annoncé par le Premier ministre. Comment voyez-vous le rôle de la FIT France pour la mise en œuvre de ce plan? Et pourriez-vous également apporter plus de précision quant au rôle de l'agence sur le volet transport de la contractualisation État-région? Et notamment nous préciser aussi sur le sujet de la loi de programmation financière des infrastructures qui fait largement débat au sein de cette commission, ou feuille de route, nous préciser votre point de vue et votre approche. Enfin, vous évoquez une possible évolution de la composition du conseil d'administration de l'agence, notamment par l'entrée de parlementaires supplémentaires en son sein. D'autres évolutions de la composition du conseil d'administration pourraient-elles également être envisagées? Au préalable et par avance, je vous remercie pour vos réponses. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à Franck Leroy. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci pour vos mots d'accueil. Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais saluer la présence du Président du Conseil d'orientation des infrastructures, David Valence. Vous dire également tout le plaisir qui est le mien d'être ici aujourd'hui parmi vous. Un petit portrait, si vous me le permettez, de façon à ce que les uns et les autres puissent un peu mieux me connaître. J'ai 60 ans, 3 enfants, je suis originaire de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. J'ai été élu pour la première fois dans la Marne à Épernay comme adjoint au maire il y a 28 ans. J'ai ensuite été maire de cette ville pendant 22 ans. Je salue Émeric Caron qui est également un Boulonnais. J'ai été président de l'agglomération, je suis toujours président de l'agglomération d'Épernay et donc depuis la démission de Jean Rotner intervenue en fin d'année dernière, à peu près à la même date qu'aujourd'hui, je suis donc président de la région Grand Est depuis le 13 janvier dernier. À travers les mandats que j'ai exercés, j'ai pu mesurer l'importance des mobilités, qu'on soit maire, qu'on soit président d'agglomération, qu'on soit président de région. Cette importance, elle est aujourd'hui essentielle, d'abord pour la vie quotidienne de nos concitoyens. On sait qu'on travaille aujourd'hui de plus en plus loin de chez soi, donc les transports deviennent indispensables. On sait aujourd'hui, et malheureusement, que les transports coûtent de plus en plus cher compte tenu des évolutions récentes des coûts de l'énergie. Donc la qualité de vie est étroitement liée pour nos concitoyens à la question des infrastructures. Nous savons également que ces infrastructures, elles conditionnent très largement le développement économique. On a connu le développement du TGV, on a vu l'essor qu'ont connu un certain nombre de villes et de métropoles grâce au TGV. Ce qu'on a moins souligné, c'est le déclin des infrastructures dans d'autres parties du territoire, puisque c'est les financements massifs qui ont été accordés au bénéfice du TGV se sont traduits malheureusement par un relâchement dans d'autres territoires. On pense aux territoires ruraux, on pense à des villes moyennes qui ont vu malheureusement le nombre de dessertes de trains fondre comme neige au soleil, ce qui évidemment, ce qui a fait le bonheur des uns a fait quelque part le bonheur des autres. Et ces questions sont donc étroitement liées à l'aménagement du territoire. Et puis on sait maintenant que notre trajectoire de neutralité carbone passe par une évolution de nos modes de transport, par une décarbonation de nos transports. Ça ne veut pas dire qu'on arrête complètement les routes. Les routes vont évoluer. Le trafic qui va se trouver sur nos routes sera un trafic plus décarboné,
Mais il nous faut impérativement combler le retard que nous avons pris depuis une quarantaine d'années sur nos infrastructures de transport, ce qui impose là aussi une trajectoire complètement différente de ce qu'on avait connu depuis des décennies. Et je me réjouis personnellement que le ferroviaire notamment, mais pas que le ferroviaire, revienne au goût du jour, qu'on reparle du transport fluvial, qu'on découvre l'intérêt des mobilités actives, qui sont très répandues dans certains pays voisins et manifestement sous-développées dans notre pays, exception faite de quelques villes, dont la ville de Strasbourg, qui a été l'une des premières à miser sur les mobilités actives. Mais nous avons un retard en la matière. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, la proposition du président de la République m'a touché personnellement. J'ai toujours été impliqué dans ces questions et je dois dire que depuis que je préside la région Grand Est, je préside l'une des régions qui, j'allais dire, a investi massivement dans le développement des transports, non seulement à travers les services express régionaux métropolitains, les fameux SERM qui sont apparus dans le paysage il y a à peu près un an dans les propos du président de la République, mais également à travers la reconquête des lignes de desserte fine des territoires, à travers le développement de plans vélo. Nous considérons évidemment que cette décarbonation de nos modes de transport est tout à fait essentielle et c'est l'une des raisons pour laquelle j'aborde cette audition avec le plus grand intérêt, en même temps avec toute l'humilité qui s'impose, puisque je n'ai pas encore fait mes preuves, c'est à moi de le faire désormais. Et je voulais vous dire très simplement que je suis très heureux d'être parmi vous, un peu ému nécessairement, mais en même temps très, très ambitieux, parce que nous portons collectivement, à travers l'évolution qui sera celle de nos infrastructures de transport dans les années qui viennent, j'allais dire, non seulement la réussite de la trajectoire française en matière de neutralité carbone, mais également l'avenir de nos territoires et de nos concitoyens, d'où l'intérêt que j'ai exprimé lorsque cette fonction m'a été proposée par le président de la République. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur la présentation évidemment de mon parcours. Je suis évidemment à votre disposition pour clarifier tel ou tel point si vous le souhaitez, mais je suis surtout à votre disposition pour répondre à vos questions. Parfait, merci pour ce propos liminaire synthétique qui permet de bien poser le débat. Nous arrivons donc aux prises de parole des orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Daniel Brulbois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Leroy, l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, que vous aurez à présider, a pour mission de financer au titre de l'État les projets d'infrastructures de transport et de mobilité, mais également les dépenses de modernisation et de régénération des réseaux. Conformément à l'excellent rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, dont je salue le président, notre collègue David Valence, en février dernier, l'État s'engage à investir au moins 25 milliards d'euros dans le ferroviaire sur la période 2023-2027. Et donc, pour mettre en œuvre la planification écologique présentée par le Conseil d'orientation des infrastructures, il faut garantir à l'AFITT un budget qui lui permette d'accompagner le scénario ambitieux retenu par le gouvernement en février dernier. Dans le cadre du PLF 2024, il est ainsi prévu une prévision de recettes totales brutes de 4,6 milliards d'euros, qui est en hausse. Mais comme votre mission s'étend sur le temps long, pour s'inscrire dans le temps, il faudrait que vos recettes soient sécurisées. À quel pourcentage devrait-elle l'être d'après vous? Et êtes-vous inquiet sur la diminution inéluctable de l'assise de la TICPE, qui est une des principales ressources de l'AFITT? Avec ce plan de 100 milliards annoncé par la Première ministre, l'État n'abandonne pas les territoires et il est prêt à y mettre le prix. L'AFITT France joue donc un rôle de premier plan dans les infrastructures de transport qui sont, comme vous l'avez dit, la colonne vertébrale de notre prospérité économique, de notre compétitivité internationale et de l'aménagement du territoire, à condition que le maillage territorial soit équitable. Justement, que pensez-vous de l'organisation des transports en France qui reste en étoile autour de Paris? Pensez-vous qu'il faut développer davantage les axes transversaux, les liaisons en diagonale entre les préfectures? Vous l'avez dit, le TGV est un facteur important de développement et de croissance. Or, certains TGV ont été supprimés et pas rétablis, ainsi que des trains de télétravail. Enfin, je sais que vous saurez établir le rapprochement avec le COI et avec les élus locaux. Donc, de par vos compétences et votre longue expérience, le groupe Renaissance votera pour votre candidature. Merci, merci, chers collègues. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Loïc Prudhomme.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Leroy, pour votre présentation. Nous commençons effectivement à être habitués au défilé des candidats à la FIT. Vous êtes déjà le 3e depuis 18 mois, avec un défaut qui ne vous est pas, imputable, comme vos prédécesseurs, celui d'être un homme, comme la très large majorité des personnes que nous auditionnons ici au titre de l'article 13. Et c'est un problème, je tenais quand même à le signaler en préambule. 3e candidat donc pour diriger l'Agence de financement des infrastructures terrestres, plus communément connue comme la boîte noire du ministère des Transports. La FIT est en effet un paravent, un écran de fumée pour dissimuler le fait que le financement des transports en France échappe aux parlementaires et se fait directement depuis le cabinet du ministre. En fait, c'est du 49.3 permanent. La FIT ne sert donc pas à grand-chose, hormis à faire décoller ou atterrir des ministres, pour preuve, messieurs Béchu, Castex ou Vergrit, qui ont chauffé les pantoufles pour vous. Vous ferez cependant bien attention, elles ont peut-être un petit peu refroidi, l'agence étant tellement indispensable que personne ne la dirige cet été sans que ça n'ait aucune conséquence opérationnelle. Mais un poste de ministre est peut-être la meilleure chose que je puisse d'ailleurs vous souhaiter. Car bien que l'on encourage l'artisanat, le moulage de pantoufles n'est sûrement pas ce à quoi vous aspirez. En somme, la proposition de votre nomination, vous qui n'avez a priori pas de parcours particulier dans le secteur des transports, vient donc renforcer l'affirmation selon laquelle la FIT ne sert à rien d'autre que d'être une caisse enregistreuse au service du ministère. La Cour des comptes nous l'avait dit dans un rapport éloquent. Nous en avons une fois de plus la démonstration. Vous ne verrez donc absolument rien de personnel contre vous, mais ne pouvant cautionner le pantouflage discipline olympique, nous ne voterons pas en faveur de votre nomination. Je vous remercie. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Pierre Meurin. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur Leroy, le journal L'Hebdo du vendredi, dans un article intitulé « Le chien aboie, Franck Leroy passe », vous dépeignait ainsi « Président du Conseil régional du Grand Est et de l'agglomération d'Épernay, Franck Leroy a un emploi du temps bien rempli. » C'est peu dire et c'est surtout incomplet car vous êtes également adjoint au maire d'Épernay en charge des grands projets et à la tête de la commission mobilité des régions de France. Ça fait du boulot et encore ce n'est pas fini parce que vous siégez en plus dans 19 organismes comme par exemple le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie de la Marne, la commission régionale de concertation du schéma régional de transport d'électricité, le parc naturel régional de la montagne de Reims, l'association des villes pour les communications électroniques et l'audiovisuel, etc. Ce serait compliqué de tous les citer, mais en tout cas, vous n'avez même plus un agenda de ministre, vous êtes devenu quasiment un surhomme. Malgré cela, vous êtes aujourd'hui candidat à un 21e poste sur proposition d'Emmanuel Macron, à savoir la présidence de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Ce n'est pas une toute petite mission, puisque dotée d'un budget de 3,5 milliards, cette agence a été fortement critiquée en 2016 par la Cour des comptes, qui l'a qualifiée de coquille vide. Autant vous dire que si vous deveniez le futur président de la FIT, vous devriez mener des réformes de fond, ce qui nécessitera du travail, de la vigilance et beaucoup de temps consacré à cette tâche. Ma question est la suivante, Monsieur Leroy. Pensez-vous que, à l'heure où les parlementaires n'ont plus le droit de cumuler ne serait-ce qu'un mandat de parlementaire avec un mandat de maire d'une petite ville, votre nomination soit juste, utile et que vous puissiez faire ce travail correctement? Voilà. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Emmanuel Maquet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Leroy. En janvier dernier, Patrice Vergrit nous avait assuré qu'il irait au terme de son mandat de président de l'Agence de financement des infrastructures de transport. 6 mois plus tard, ce même Patrice Vergrit était exfiltré de sa présidence pour devenir ministre, ce qui nous oblige aujourd'hui à désigner un 3e président de la FIT en à peine un an après le mandat tout aussi éphémère de Jean Castex. Monsieur Leroy, nous ne doutons pas de vos qualités et connaissons bien votre expertise sur le monde des transports, déjà manifestée à la tête de la région Grand Est. Nous voudrions avoir votre avis sur le modèle de financement de la FIT, qui reste, selon nous, fragile, car ne reposant pas sur des recettes affectées stables et suffisantes. La nouvelle taxe sur les autoroutes et les grands aéroports suffira-t-elle à sécuriser un budget de 4,6 milliards alors qu'elle n'est censée rapporter que 600 millions d'euros ?
Craignez-vous une annulation par le Conseil constitutionnel ou bien un boycott des sociétés d'autoroutes comme sur la contribution volontaire? N'est-ce pas au final l'usager qui va supporter cette taxe à travers le tarif des péages et des billets d'avion? Pour les 3,8 milliards restants, la FIT continuera de dépendre du bon vouloir de l'État pour la répartition du produit des recettes de la TICPE et des amendes radars. Regrettez-vous que le gouvernement ait encore fait l'impasse sur une affectation plus importante du produit de la TICPE en faveur des infrastructures de transport? Ce montant en général fluctuant ne nuit-il pas à la visibilité budgétaire de l'agence? L'enjeu du financement est d'autant plus préoccupant que le gouvernement va initier un plan de relance des transports essentiellement tourné vers le ferroviaire. Ce plan est particulièrement attendu pour le sort qu'il réservera aux petites lignes. En effet, les petites lignes coûtent extrêmement cher à régénérer au regard des prévisions de rentabilité. Pouvez-vous nous décrire votre vision de la juste attitude qu'il faut adopter entre la rentabilité et le courage politique de faire les investissements stratégiques nécessaires à la revitalisation des territoires ruraux? Merci. Pour le groupe démocrate, Modem et indépendant, la parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Monsieur Leroy, pour financer notre trajectoire d'investissement dans les transports qui sera en forte hausse sur ce quinquennat, avec une priorité marquée pour le ferroviaire et les transports collectifs, nous avons besoin de ressources supplémentaires. Pour ce faire, notre majorité a donc inscrit dans le projet de loi de finances pour 2024 une taxe qui mettra à contribution les gestionnaires d'infrastructures des transports les plus émetteurs. Ce sont 600 millions d'euros en plus pour le financement de la FIT. Notre groupe se félicite de cette taxe qui permettra ainsi de financer la hausse des investissements prévus pour les transports ferroviaires et collectifs. J'en profite pour rappeler un point important, malgré les infox de certains concessionnaires, pas un euro de cette taxe ne sera payé par les Français, le gouvernement s'en est assuré auprès du Conseil d'État. Mais les besoins en financement pour les infrastructures seront énormes ces prochaines décennies. Le gouvernement a annoncé un investissement record de 100 milliards d'euros dans le secteur. Ainsi, je tenais à vous demander dans un premier temps si vous considérez que le besoin de financement de la FIT pour les prochaines années sera suffisant. Dans la négative, pourriez-vous nous préciser quels sont les besoins que vous avez identifiés et quelles pistes de financement vous envisageriez? Votre prédécesseur, Patrice Vergriete, appelait à la création d'une taxe relativement pérenne et 100% affectée à la FIT. Pensez-vous également que le morcellement des recettes de la FIT nuit à son efficacité? En complément de cette première question, la collectivité européenne, et là, spécial clin d'œil à mon ami Vincent, la collectivité européenne d'Alsace va mettre en place dès 2025 une taxe novatrice, une taxe poids lourd. La France est l'un des seuls pays européens à ne pas disposer à l'échelle nationale d'une taxe de ce type. Nous avons tous en tête l'épisode de l'écotaxe qui, au lieu de rapporter, a coûté plus de 11 milliards d'euros à la collectivité. Lors de son audition au Sénat, votre prédécesseur avait également plaidé pour une contribution de tous les poids lourds qui circulent en France. Pensez-vous également qu'une extension de la taxe poids lourd du type de celle mise en place par la collectivité européenne d'Alsace pourrait être envisagée pour fournir un financement complémentaire à la FIT? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Bertrand Petit. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Leroy, bonjour. Pendant 30 ans, on a investi plus de 2 fois plus pour nos routes que pour le train. Résultat, le transport routier est le premier émetteur de gaz à effet de serre, 120 millions de tonnes de CO2, un tiers de nos émissions. Le Conseil d'orientation des infrastructures note que les efforts à consentir pour le ferroviaire sont considérables. Adapter nos infrastructures de transport, c'est un enjeu majeur pour affronter la crise écologique qui va frapper nos modes de vie dans tous les domaines, y compris notre façon de nous déplacer. C'est le rôle de la FIT. L'urgence de la transition écologique appelle des pouvoirs publics une action stratégique et globale. C'est le sens de la planification. Autant l'État que les collectivités territoriales ont leur rôle à jouer pour planifier nos mobilités de demain. Pourtant, vous marquez votre opposition à une loi de programmation pluriannuelle des infrastructures de transport visant à planifier les recettes et dépenses de l'État et des collectivités territoriales. Alors que vous briguez la présidence de la FIT, quelle alternative privilégiez-vous à la planification que recommande d'ailleurs le Conseil d'orientation des infrastructures? Le financement de la FIT reste dépendant des énergies fossiles. Pour plus d'un tiers, ces ressources proviennent de la taxe intérieure de consommation sur le produit énergétique. Et selon la direction de la législation fiscale, le rendement des recettes brunes pourrait reculer de 30% d'ici 10 ans. Comment envisagez-vous l'avenir du financement des infrastructures de transport? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à l'orateur rapporteur Vincent Thibault.
Et oui, monsieur le Président, nous sommes multitâches. Monsieur Leroy, au titre du groupe Horizon, nous voulons saluer effectivement votre nomination, du fait déjà de votre connaissance des territoires par rapport à vos mandats de maire, président d'agglomération et président de région. Vous avez une connaissance fine des problématiques des territoires. Nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est effectivement dans le rôle de l'AFIT, c'est par rapport aux financements qu'elle doit porter, qui sont assez conséquents, et on se réjouit de l'augmentation du budget, des annonces qui ont été faites 600 milliards, mais nous nous préoccupons surtout du comment accompagner au mieux les collectivités territoriales. À ce titre, quel est le rôle que peut jouer l'AFIT, notamment pour accompagner des territoires face à de nombreux défis, que ce soit notamment dans la mise en place des réseaux métropolitains express, que ce soit aussi, on le voit, dans l'accompagnement de la mise en œuvre de ZFE, qui peuvent nécessiter des infrastructures particulières, comment l'AFIT pourrait accompagner ces territoriales. D'autre part, nous aimerions aussi avoir votre vision, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, effectivement sur la feuille de route ou la loi de programmation financière des infrastructures pour apporter de la visibilité et justement pour permettre aux collectivités territoriales de se projeter avec l'État sur l'avenir des infrastructures à réaliser. En tout cas, pour notre part, nous nous félicitons de votre nomination et d'ores et déjà, je peux vous dire que nous serons favorables à votre nomination. Merci. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Jérémy Jordanov. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Leroy. Pour la troisième fois depuis le début de la mandature, cette commission se prononce sur la nomination d'un nouveau président à la tête de l'Agence de financement des infrastructures de transport, l'AFIT. Nous espérons qu'il s'agit de la dernière occurrence de ce jeu de chaises musicales, amoindrissant de fait le rôle de l'AFIT, organe intéressant pour décarboner nos transports. Transport qui représente encore aujourd'hui 30% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Pour les écologistes, la priorité doit être de rendre le train accessible à tous par le déploiement de lignes du quotidien, la desserte fine du territoire, le retour des trains de nuit ou encore le développement du fret ferroviaire. La Première ministre a promis 100 milliards d'euros pour le ferroviaire d'ici à 2040. Craignons que la réalité soit bien plus terne. Comment agirez-vous pour que ces 100 milliards soient effectivement mobilisés pour réussir notre transition écologique ? Au-delà du financement des infrastructures vertueuses, certains projets problématiques, sinon climaticides, doivent être interrogés, réinterrogés, pour ne pas dire abandonnés. Ainsi, quelle est votre vision sur le Lyon-Turin et la création de l'autoroute A69, chiffrée respectivement à 26 milliards d'euros et 450 millions d'euros? Cette question vaut a fortiori dans le contexte de la mise en œuvre du ZAN. Aujourd'hui, les infrastructures de transport représentent 28% de l'artificialisation des sols, qui doit être divisé par 2. Cela veut dire qu'il va falloir arbitrer entre ces projets. Selon vous, comment arbitrer entre les projets qui méritent d'être poursuivis et les autres pour préserver nos sols, notre biodiversité, notre santé? Enfin, il est nécessaire d'aborder les enjeux d'adaptation. La chaleur intense peut suffire pour que les rails se dilatent, obligeant les trains à ralentir, voire à s'arrêter. Et ces fortes chaleurs, vous le savez, vont se répéter, s'intensifier sous l'effet du dérèglement climatique. La construction d'infrastructures à durée de vie très longue nécessite de prendre en compte ces effets dans leur réalisation dès la phase de conception. De quelle manière serez-vous vigilant sur ce volet adaptatif? Je vous remercie. Merci. Alors même s'il ne s'est pas inscrit, je vais le proposer à ce qu'il prenne la parole pour le groupe gauche, démocrate et républicain. Est-ce que M. Vulfranc veut bien prendre la parole? Juste, monsieur... Oui, vous pouvez, si on libère le micro. Alors, on me la donne et ça marche pas. Il y en a un qui reste allumé. Il y a encore un... Non, pas celui-là. Voilà, on y arrive, voilà. Ah, voilà, parfait. Voilà, merci, on y Monsieur arrive. le Président. Et C'est vous avez, bien gentil. Vous avez même activé 2 micros, monsieur. Oui, 2 micros. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Non, comme à notre habitude, le groupe GDR n'a pas de commentaire, sauf exception, mais il n'a pas de commentaire particulier sur la candidature en tant que telle. Je m'abstiendrai donc de propos sur ce point. Quant aux questions de fond, elles ont été largement posées par l'ensemble de mes collègues. Passons donc rapidement maintenant aux propos du candidat. Vous avez compris pourquoi est-ce que j'insiste
toujours pour que M. Vulfranc prenne la parole. Alors, pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires, la parole est à Guy Bricout. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Roi, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Au vu des engagements et des priorités qui avaient été dégagés par Jean Castex alors, puis rapidement après par Patrice Vergret, pouvez-vous nous indiquer s'il y a d'ores et déjà des points saillants de leur programme que vous souhaitez effectivement reprendre et d'autres sur lesquels vous vous distinguez ? En tant que membre du groupe IOT, je ne peux que m'interroger sur la manière dont vous concevez les liens précisément entre l'agence et les territoires. Doivent-ils être renforcés selon vous et de quelle manière le cas échéant ? En matière de transparence, comment voyez-vous également à l'avenir les liens de l'AFITE pourra tisser avec les parlementaires pour nous informer des dossiers en cours, des investissements nécessaires, tirer le signal d'alarme quand nécessaire ? Comme beaucoup, je suis défenseur des petites lignes du territoire, des bien mal nommées petites lignes. Comment vous-même les priorisez-vous ? Estimez-vous, comme je le pense, que nous devons les remettre sur le devant de la scène, tant elles sont nécessaires au développement économique de nos territoires, notamment les plus enclavés ? Comment porterez-vous ce dossier à la tête de l'AFITE, quid plus particulièrement des trains de nuit, alors que leur relance connaît des balbutiements, notamment il y a 10 jours avec le retour de Paris-Aurillac. Encouragerez-vous à la tête de l'AFITE une accélération de leur redéploiement ? De même pour le fluvial. Le fluvial me semble particulièrement prioritaire au vu de nos objectifs de développement durable. Quelle est votre vision concernant ce mode de transport ? Comment voyez-vous l'avenir du fret dans notre pays et la manière dont l'AFITE pourra le soutenir ces prochaines années? Je n'ai que 30 secondes, c'est bien. J'aimerais également savoir comment vous envisagez le développement des futurs services express régionaux métropolitains. J'ai beaucoup insisté lors de l'examen sur la proposition de loi les concernant, sur la nécessité de veiller à ce qu'ils bénéficient également aux grandes métropoles, mais qu'ils bénéficient tout autant aux territoires les plus reculés. Il faudra donc être particulièrement vigilant sur la définition de leur périmètre. Jean-Pierre Farandou lui-même avait indiqué les réseaux express métropolitains n'ont de sens que si l'on se donne l'objectif d'aller chercher les gens qui habitent dans les villages. Qu'en pensez-vous ? Et notre groupe soutiendra votre candidature. Merci beaucoup, Monsieur Franck Leroy. Je vous laisse le soin de répondre aux orateurs des groupes et puis vous avez d'ores et déjà une petite dizaine de questions. Merci d'abord à chacun d'entre vous. Je vais essayer de répondre dans l'ordre des questions telles qu'elles m'ont été posées, mais vous ne serez pas étonné qu'en répondant à certaines questions, je réponde à d'autres, puisque le sujet notamment du financement des infrastructures est revenu dans la bouche de plusieurs d'entre vous. Répondre d'abord à Madame Brulebois, qui est intervenue la première, pour lui dire qu'évidemment, le rapport du COI, les déclarations de la Première ministre ont marqué un tournant dans le financement des infrastructures à l'échelle de notre pays. On était, depuis un certain nombre d'années, sur une trajectoire manifestement insuffisante, ou en tout cas qui avait essentiellement bénéficié au TGV depuis 40 ans, et qu'on a senti une inflexion forte qui doit se traduire, budgétairement parlant, par un investissement croissant de l'État. C'est, semble-t-il, le cas actuellement, puisque nous devrions, dans le cadre de la loi de finances, voir le budget de l'AFITE porté à 4,6 milliards d'euros, ce qui est un montant sans précédent, en croissance sensible. Nous voyons également, à travers les contrats de plan, que la contribution de l'État est en progression assez forte, avec 8,6 milliards d'euros. Là aussi, la tendance est positive, même si le choc des infrastructures, le choc du financement de ces infrastructures qui est devant nous est considérable et appellera sans doute des financements croissants par rapport à ces montants. Donc, je pense que nous avons tous conscience, et ça a été dit par les uns par les autres, les infrastructures, c'est essentiel pour l'aménagement du territoire, c'est essentiel pour la qualité de vie de nos concitoyens, c'est essentiel pour la trajectoire de neutralité carbone que notre pays ambitionne de suivre. Donc, logiquement, on devrait voir effectivement les financements dédiés à l'AFITE croître dans les années qui viennent. L'attribution au bénéfice de l'AFITE d'une nouvelle taxe sur les infrastructures longue distance est évidemment une bonne nouvelle, mais je crains que ça ne suffise pas dans les années qui viennent
et qu'il faille très certainement se poser quelques questions, notamment, on a tous en tête la fin des concessions autoroutières et l'affectation des péages dans quelques années. Les premières fins de concessions débuteront dans les années 2030-2031. Elles vont ensuite s'accélérer. Il y aura un vrai choix politique, mais ce choix, il vous incombe à vous, représentants de la nation, plus qu'à moi-même, si je suis président de la FIT, évidemment. Mais je pense que c'est une piste qu'il faudra évidemment étudier. Et parmi les questions que devra se poser la FIT et la représentation nationale, parce qu'elle est membre d'abord de la FIT, et ensuite elle est un partenaire de dialogue et de réflexion permanent dans mon esprit, c'est effectivement quels moyens se donne-t-on pour assurer demain que le retard pris au cours des 40 dernières années sur nos infrastructures, qui est un retard considérable, est comblé. Nous avons vu que les pays voisins, l'Italie, l'Allemagne, etc., ont été confrontés ou sont confrontés à ce problème et ont su mobiliser des moyens extrêmement importants. Donc c'est une vraie question. Sur la question de l'organisation des transports dans notre pays, c'est vrai que l'organisation en étoile, elle est historique. Mais je crois aussi à la nécessité de développer des relations directes de province à province sans passer par Paris. C'est un sujet qui revient régulièrement. J'ai en tête, dans ma région notamment, la liaison entre Luxembourg, Metz, Nancy, Lyon, qui existait préalablement, qui bénéficiait même d'un TGV, qui a été interrompu. Et aujourd'hui, l'ensemble des élus, quelle que soit leur étiquette politique, leur sensibilité politique, se battent pour rétablir des liaisons comme celle-ci, qui sont absolument fondamentales parce qu'elles s'inscrivent dans la réalité de corridors de transport européens qui traversent notre pays et qui s'interrompent aujourd'hui à Nancy, alors qu'autrefois, on allait jusqu'à Lyon. Donc il faut travailler évidemment là-dessus avec les territoires. Il faut mobiliser l'État à travers des lignes d'équilibre du territoire quand c'est nécessaire. Je ne suis pas désireux d'avoir du TGV partout, d'abord parce que c'est des infrastructures considérables, mais en tout état de cause, des trains d'équilibre du territoire capables d'un niveau de performance, donc d'un niveau d'entretien et d'investissement sur les infrastructures, c'est essentiel pour le bénéfice de nos territoires. Je sais que vous êtes dans un territoire vous-même où la question a pu se poser. Pour M. Prudhomme, je voudrais indiquer qu'évidemment, je suis un homme. Je ne peux pas le nier. Je ne sais pas s'il faut le regretter ou pas. Mais j'observe qu'on est quand même, que les hommes sont assez majoritaires dans cette salle. Et c'est quelque part nos règles de représentation qui veulent ça. C'est une culture qui évolue quand même beaucoup, puisque au Parlement, comme dans nos assemblées, je suis dans une assemblée communale et une assemblée régionale où la parité est la réalité. Donc moi, j'aspire à voir évidemment les femmes prendre toute leur place dans nos institutions. Et j'ai été très heureux. L'une des plus grandes joies que j'ai eues quand j'ai eu à démissionner de la mairie d'Épernay, c'est d'installer à ma place une femme pour la première fois de l'histoire dans ma ville. Et je trouve qu'elle fait un travail absolument remarquable. Donc je pense qu'il faut aller effectivement dans cette direction. Vous considérez, mais vous n'êtes pas le premier à le dire, je crois que la FIT est une boîte noire, pour reprendre votre expression, qui échappe aux parlementaires. Déjà, des parlementaires sont présents au sein de la FIT, au sein du conseil d'administration. Les élus sont présents à parité, puisqu'il y a grosso modo 50% d'élus à la fois parlementaires et élus territoriaux, et en même temps 50% de représentants de l'État. Donc c'est une instance plutôt paritaire. Qu'ensuite, la FIT joue... D'abord, la FIT existe sous d'autres formes dans d'autres pays. Ce genre d'agence est assez courant et révèle très certainement un besoin. Quels sont les intérêts de la FIT, à mon sens ? Le fait que de dédier des financements à une agence distincte du budget de l'État, si vous me permettez cette expression, c'est d'abord le moyen de sanctuariser des financements. Quand on parle d'infrastructures de transport, on parle d'infrastructures de transport qui vont nous amener à financer pendant 5, 8, 10 ans, 12 ans parfois. Et le fait d'avoir des financements fléchés à travers une agence est, à mon avis, la garantie que les infrastructures, au fil du temps, ne subissent pas les coups de rabot budgétaires qu'ils pourraient subir si les sommes dédiées aux infrastructures étaient dans le budget du ministre des Transports. Et je ne mets pas en accusation le présent ministre des Transports, mais vous savez tous que, quels que soient les gouvernements, il y a des fois les besoins existants sur le plan budgétaire, des coups de rabot ont été apportés, et ces coups de rabot sont autant de signaux négatifs qui sont apportés non seulement aux territoires qui sont concernés par ces infrastructures, mais également à tous les industriels qui dépendent du financement de ces infrastructures. Je vais citer un exemple que tout le monde connaît.
quand des signaux négatifs ont été donnés à la filière nucléaire en France a perdu une partie de ses ressources humaines parce qu'elle n'avait pas l'assurance de rester prioritaire sur du moyen long terme. Or, le nucléaire, c'est encore plus du long terme que les transports. Si demain, les transports sont victimes d'aléas budgétaires, c'est-à-dire qu'un jour, on annonce 100 milliards d'euros dans les 17 ans qui viennent, et puis que, parce que la situation budgétaire se complexifie, on va réduire la voilure, vous envoyez un signal à l'ensemble des acteurs territoriaux et à l'ensemble des acteurs de la filière qui doit investir, qui doit innover en la matière, des signaux extrêmement négatifs. Et ces acteurs travaillent sur le temps long. Donc je pense qu'il est important qu'on puisse sanctuariser les crédits dédiés aux infrastructures de transport dans une agence. Qui plus est, cette agence, elle peut aisément démontrer que ce sont pour l'essentiel les transports routiers, donc les transports carbonés, qui financent les transports, qu'on va dire, alternatifs à la route. Et ça aussi, c'est un message fort que nos concitoyens ne savent peut-être pas suffisamment, mais je pense que le transfert modal passe par ce type de financement. Et de ce point de vue, une agence comme l'AFIT est en mesure de le démontrer. Alors, ça n'a peut-être pas été fait de manière suffisamment explicite aujourd'hui, mais je pense qu'il est important de le rappeler. Enfin, je soulignerai que cette agence, elle coûte assez peu, puisqu'elle est peu dotée en personnel. On a néanmoins des personnels évidemment de qualité qui font le job. Et je trouve que le rapport entre le travail qui est fait par l'AFIT, les financements apportés par l'AFIT et le nombre d'agents qui travaillent pour elle est plutôt à l'avantage de l'AFIT, me semble-t-il. J'ajouterai enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, que c'est une instance, je l'ai dit tout à l'heure, paritaire, c'est-à-dire que les élus y ont toute leur place, les parlementaires y ont toute leur place, les élus territoriaux y ont toute leur place, et je souhaite qu'elle soit une instance de dialogue, d'échange face aux défis qui sont devant nous, qui sont des défis absolument colossaux. L'avenir du monde des transports, la résilience de nos infrastructures de transport, j'y reviendrai dans un instant, face au changement climatique, sont des questions absolument essentielles qui peuvent affecter très durement et longuement nos concitoyens si nous n'avons pas une réflexion partagée sur le devenir de nos transports. Monsieur Meurant, vous m'avez interpellé sur les mandats qui sont les miens. Sans vouloir vous contrarier, je pense que la plupart des organismes que vous avez cités, je n'y suis plus. Parce que quand j'ai changé de responsabilité au sein de la région, j'ai démissionné de l'ensemble de ces structures, ou de quasiment la totalité d'entre elles. Et donc je me consacre pleinement à mes mandats. Alors ce sont très souvent d'ailleurs des organismes sur lesquels je crois que quand on est... la région Grand Est, pour vous donner cette illustration, doit être membre de 3000 ou 3500 conseils d'administration. Donc nos élus ont parfois 50, 60, 70 représentations dans certains organismes. Certains d'entre eux, pour des raisons qui leur sont propres, ou parce qu'aussi ce sont des organismes qui ont une activité assez réduite, se réunissent une fois par an. Donc en ce qui me concerne en tout cas, j'ai tenu, en devenant président de région, à, j'allais dire, m'épargner toutes ces présences, ou en tout cas éviter d'être absent partout. Et donc, la plupart de ces conseils d'administration, je n'en fais plus partie. J'ai d'ailleurs fait les déclarations en ce sens auprès des autorités compétentes. Donc, je pense qu'il faudra revoir vos fiches pour qu'elles soient actualisées. Par ailleurs, je reste aujourd'hui un élu local. Je reste aujourd'hui premier adjoint au maire de la ville d'Épernay. Et si j'étais confirmé dans ces fonctions, je redeviendrai simple conseiller municipal parce que d'abord, mon successeur fait le travail avec beaucoup de qualité et qu'ensuite, il faut effectivement que je libère un peu de temps pour ces nouvelles responsabilités, même si, j'allais dire, l'activité de l'AFIT n'est pas une activité comparable à l'ADEME, par exemple, ou à d'autres organismes qui nécessitent une présence du quotidien. L'AFIT n'est pas un organe exécutif qui gère une administration importante, qui statue sur tous les sujets du quotidien dans le domaine des transports. Et donc, évidemment, j'adapterai mon emploi du temps de façon à être présent à tous les rendez-vous importants pour l'AFIT. Et je l'ajoute à tous les rendez-vous que nous pourrons avoir avec la représentation nationale, puisque je considère que l'AFIT doit être un interlocuteur régulier de vos commissions, et notamment de cette commission, parce qu'effectivement, quand on travaille sur les infrastructures de transport, on croise, j'imagine, les réflexions qui sont les vôtres, et ce, assez régulièrement. Monsieur Maquet a évoqué la succession des présidences. Effectivement, s'il vous plaît. Effectivement, cette succession a été assez rapide. Alors,
je n'ai pas l'intention, en ce qui me concerne, de faire un passage rapide auprès de la FIT, même si vous me reverrez dans 3 mois, puisque la fin du mandat fait que je devrais représenter ma candidature dans... Pardon ? Et donc, je serai amené à vous revoir prochainement. Le modèle de financement, vous l'avez évoqué, effectivement, c'est une question centrale. Comment demain va-t-on financer nos infrastructures de transport ? On parle évidemment de concessions autoroutières, je l'évoquais tout à l'heure. On parle de cette nouvelle taxe qui a été affectée à la FIT. Il est souhaitable que la FIT ait une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'elle ne dépende pas du budget de l'État. C'est le cas depuis quelques exercices, de même que la FIT a pu résorber son endettement intégralement. Donc aujourd'hui, la FIT est beaucoup plus autonome qu'elle ne l'était. Il serait sans doute souhaitable que la part de TICPE ne soit pas une part trop flottante, c'est-à-dire qu'elle soit affectée de manière fixe pour que, même si la TICPE est sans doute appelée à décroître dans un temps moyen ou long, la FIT puisse avoir la garantie d'avoir, de manière quasi pluriannuelle, la certitude de pouvoir financer les infrastructures de transport. La trajectoire qui est actuellement celle de la FIT depuis 2022, 2023, 2024 est en hausse, donc c'est plutôt rassurant, mais effectivement, je pense qu'il faut que notre pays se dote très certainement de nouveaux outils de financement pérennes qui garantiront, j'allais dire, quelles que soient les majorités, quelles que soient les ambitions du pouvoir, la remise à niveau de nos infrastructures, qui est aujourd'hui une vraie difficulté. Vous avez évoqué tout à l'heure la problématique des territoires, des petites lignes, celles qu'on appelle les lignes de desserte fine du territoire. Elles ont très directement été victimes d'un manque de financement. Nous avons aujourd'hui sur les bras la question du fret capillaire. Quand on parle du fret, c'est aujourd'hui des lignes qui desservent par exemple des coopératives agricoles qui font que si tout s'arrête, si le train s'arrête, même s'il y a assez peu de trains, et c'est parfois un train par jour, voire un train par semaine, c'est des milliers et des milliers de camions qui repartiront sur les routes départementales. Donc nous devons veiller à la durabilité de ces infrastructures de transport. L'État y participe, les régions, les départements, les communautés de communes y participent. Mais nous devons là-dessus avoir là aussi un horizon dégagé, c'est-à-dire avoir la certitude de pouvoir... puisque nous avons la chance d'avoir un réseau ferré encore important, même si parfois les voies ont été retirées, il n'en demeure pas moins que nous avons un réseau ferré exceptionnel aujourd'hui. Et je crois beaucoup, et j'y reviendrai dans un instant, je crois beaucoup à de nouveaux modes de transport ferré. J'ai eu la chance, en étant président de la commission mobilité des régions de France, fonction que je quitterais évidemment si j'étais... confirmé dans ses fonctions à la FIT, d'auditionner les porteurs de projets, de l'appel à projets qui a été lancé par l'ADEME sur les trains du futur. Et je puis vous assurer que dans plusieurs régions de France, nous avons aujourd'hui des réflexions très poussées sur des trains légers, des trains décarbonés, puisqu'ils fonctionnent sur des batteries pour l'essentiel d'entre eux, qui devraient pouvoir demain retourner dans nos campagnes, dans nos espaces ruraux, parce qu'ils sont de structure assez légère. Ils sont décarbonés puisqu'ils fonctionnent sur batterie et donc permettent une circulation à 100 ou 110 km/h sans difficulté. Et en monde rural, on ne demande pas à aller plus vite. Des trains qui ont des coûts d'exploitation infiniment moins importants que les trains qu'avaient jusqu'ici les SNCF et qui ne nécessitent pas non plus des transformations profondes de nos infrastructures de transport. On sait très bien que parmi les handicaps qui ont été pointés pour les lignes de desserte fine du territoire, il y a la présence encore de nombreux passages à niveau qu'il faudrait théoriquement effacer, donc faire des sauts de mouton pour passer au-dessus des voies. Grâce à ces trains du futur, ce sont des trains qui, par les qualités de l'électricité, pourront ralentir, accélérer assez vite, donc passer au ralenti sur des passages à niveau et donc éviter des coûts d'infrastructure extrêmement importants, qui auront l'autonomie pour fonctionner sur les lignes rurales, qui ne sont pas souvent des lignes très longues, mais qui nécessitent d'être desservies régulièrement, et des coûts d'exploitation qui, surtout, vont les remettre au goût du jour. Et je suis intimement persuadé que nous verrons assez vite ces trains. Les premiers devraient fonctionner d'ici 12 à 15 mois de manière expérimentale, pendant sans doute 2 ans. Et je souhaite, en tout cas dans ma région, ce sera le cas, que ces lignes puissent rapidement retourner sur les voies des secteurs ruraux, parce que ce sera un message d'espoir adressé à notre ruralité qui a eu le sentiment, et c'est un sentiment très largement partagé, que les transports ont abandonné ces territoires. Et quand j'étais hier à Bouxwiller, en Alsace, hier soir, où je tenais une réunion sur la ruralité, la première question qui est venue, c'est les mobilités. Quelle mobilité pour les territoires ruraux ?
On ne peut pas condamner les territoires ruraux à la voiture. Et de ce point de vue, je pense que ce que j'appelle les trains du futur ont toute leur place dans ce nouveau paysage des infrastructures, et nous devrons être attentifs, et je souhaite en tout cas à la FIT faire en sorte que nous puissions puissamment soutenir cette vision de l'aménagement du territoire qui passe par le retour du train dans nos campagnes. Pardon. Bruno Millienne s'est exprimé tout à l'heure, effectivement, s'est félicité sur la mise en place de cette taxe sur les infrastructures de transport longue distance. La question de la TICPE se pose parce qu'évidemment, c'est aujourd'hui la ressource principale de la FIT. C'est grosso modo 2 milliards sur les recettes de notre agence. Évidemment, nous devons, et je me répète un peu, mais travailler très vite, et je pense que le Parlement a son rôle à jouer en la matière sur ces questions de financement pérenne des infrastructures de transport, parce que nous savons très bien que l'effort budgétaire à produire, il est extrêmement important et beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Les chiffres qui avaient été donnés par le COI étaient de l'ordre de 175 milliards, me semble-t-il. Un premier objectif a été retenu par la Première ministre à hauteur de 100 milliards, tout financement confondu. Ça nécessite donc des moyens supplémentaires. Qu'en est-il d'une éventuelle taxe poids lourd ? Il se trouve que notre région, la région Grand Est, est aujourd'hui celle qui, avec Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, a sollicité la mise à disposition des routes nationales. Nous adossons cette demande au fait de pouvoir prélever l'éco-redevance dans notre région. Pourquoi ? Parce que la région Grand Est a une particularité, elle a 760 km de frontières avec 4 pays qui tous, sans exception, pratiquent l'écotaxe. Ça veut dire que tous les camions qui viennent chez nous, enfin une bonne partie de ces camions, jusqu'à 80% sur l'axe A30, A31, 80% de ces camions, excusez-moi, 80% de ces camions viennent de territoires où ils ont payé l'écotaxe. Sur certains tronçons de la 31, nous savons qu'en instituant l'écotaxe, une écotaxe qui serait évidemment calculée à partir de la norme thermique auquel fonctionnent ces camions, 80% de la taxe sera payée par des routiers étrangers. Donc c'est une source de financement qu'il nous faut lever. Alors on a tous en tête ce qui s'est passé avec les bonnets rouges il y a une dizaine d'années grosso modo, où on a voulu généraliser ce type de taxe, y compris dans des régions, et c'est de là qu'est partie la fronde de l'époque, où finalement le trafic des transporteurs étrangers n'était pas si important que ça. Mais je peux vous assurer qu'en Hauts-de-France, comme dans le Grand Est, la réalité des transports transfrontaliers est extrêmement importante. Alors toutes les régions ne sont pas aujourd'hui partantes, mais nous sommes partants de notre côté pour mobiliser cette écotaxe, pour faire en sorte qu'elle bénéficie à la modernisation des infrastructures routières, mais d'une manière différente de ce qu'on imaginait à l'époque, puisque l'infrastructure routière, d'abord, sera plus sécurisée par des investissements, et deuxièmement, profitera notamment au covoiturage et au transport de type car express, puisque sur l'autoroute A31, en l'occurrence, nous créerons des voies qui seront réservées au covoiturage et également au transport express par car, ce qui démontre que l'investissement dans la route ne va pas nécessairement à l'encontre de la neutralité carbone et qu'on peut concilier l'un et l'autre. Donc c'est un projet que nous avons développé qui devrait voir le jour avec la mise à disposition officielle des routes nationales que j'ai citées à partir du 1er janvier 2025 et qui sera donc applicable aux alentours de 2027, le temps que le dispositif soit prêt. Et j'ajoute que pour ne pas pénaliser les transporteurs, nous prévoyons dans le budget de la région, puisque nous avons des aides économiques à notre disposition, d'aider les transporteurs à verdir leur flotte, c'est-à-dire à passer sur des motorisations, hydrogène ou autres, en tout cas des motorisations qui permettront à ces véhicules d'avoir une empreinte carbone plus faible, donc de payer moins la taxe. Évidemment, c'est un sujet que nous suivons aujourd'hui avec les syndicats de transporteurs. Je poursuis avec les questions qui ont été évoquées. Monsieur Petit a évoqué tout à l'heure ce qu'il a pensé être mon opposition par rapport à une loi de programmation. Ce n'est pas du tout une opposition. Simplement, la manière dont la question m'a été posée, c'était est-ce qu'il faut tout de suite une loi de programmation ? Je suis tendance à être un peu prudent sur le sujet parce que quand on regarde la réalité des infrastructures de communication, elles sont financées par l'État et par les collectivités locales, territoriales d'une manière générale. Donc je pense qu'avant peut-être cette loi d'orientation, cette loi de programmation, il est important
qu'une feuille de route soit construite entre les territoires et l'État, et qu'une fois que cette feuille de route sera construite, qu'effectivement, une loi de programmation puisse, j'allais dire, graver dans le marbre, si je puis dire, l'investissement que l'État devra porter. Mais si on donne l'impression que l'État seul décide des infrastructures, ça veut dire qu'on néglige quelque part les collectivités, quelles qu'elles soient. Elles investissent dans les systèmes de circulation, mobilité active dans les communes, dans des intercommunalités, dans des transports en commun, je pense aux bus urbains et interurbains, mais elles investissent également, s'agissant des régions, dans les infrastructures ferroviaires. Et je pense qu'il est important que région par région, nous ayons une visibilité partagée de ce qu'il faudrait faire pour mettre notre pays à niveau et assurer ces infrastructures. Et seulement après, j'allais dire, la loi d'orientation, la loi de programmation se justifierait. Mais si d'emblée on part sur la loi de programmation, ça donne le sentiment que l'État décide seul des choses, alors que la réalité commande de travailler avec les collectivités. Et quelle que soit leur sensibilité politique, aucune ne néglige la dimension des transports et des infrastructures de transport. Donc c'est juste une petite réserve que me suis permis d'émettre pour qu'on ne considère pas les collectivités territoriales, j'en viens, comme quantité négligeable ou comme la cinquième roue du carrosse, alors que leur rôle est extrêmement important en la matière. À Vincent Thiébaut, je voudrais évidemment indiquer que mon souhait est, dans ses fonctions de président du conseil d'administration de l'AFITT, évidemment d'être attentif à toutes les formes de mobilité. A émergé dans le paysage il y a un an, à la suite de déclarations du président de la République, la notion de SERM que vous avez eu à examiner depuis. Il se trouve que nous étions, sans le savoir, précurseurs en la matière, puisque nous avons appelé ça le REM, le réseau express métropolitain de l'Eurométropole de Strasbourg. Nous étions en train de construire un SERM sans le savoir. Alors nous avons connu des difficultés au départ, et la SNCF a reconnu ses torts dans la mesure où notre ambition était d'accroître le nombre de trains autour de Strasbourg. Et quand je parle d'autour de Strasbourg, ce n'est pas la banlieue proche de Strasbourg, c'est jusqu'à 40-45 km et davantage parfois, un réseau qui prévoyait d'accroître l'offre de transport de 1000 trains supplémentaires par semaine. 150 trains en semaine chaque jour de semaine, 120 trains de mémoire le samedi et 110 trains grosso modo le dimanche. L'objectif, c'est évidemment de fiabiliser une offre de transport qui ne concerne pas que le ferroviaire, mais qui concerne aussi le tram, qui concerne aussi des cars express, qui concerne également les mobilités actives, puisque Strasbourg est la ville de France dont la part modale dédiée aux mobilités actives est la plus forte. L'objectif, c'était d'avoir un système intégré extrêmement performant. Aujourd'hui, par rapport à l'objectif de 1000 trains, nous approchons les 700 trains supplémentaires par semaine. C'est un demi-succès parce que les premiers mois étaient un peu chaotiques et la SNCF a reconnu, c'est d'ailleurs le premier rendez-vous que j'ai eu avec elle au lendemain de ma prise de fonction, que la SNCF avait très largement sous-estimé la difficulté. Cette difficulté, elle tient au fait qu'il faut trouver des conducteurs de train en nombre important et que la SNCF s'est heurtée à cette difficulté, qu'il faut du temps pour, lorsqu'on a des motrices qui sont encore diesel, pour faire le plein, les allers-retours, etc., que la gare de Strasbourg est sans doute trop petite aujourd'hui, puisque c'est la gare de France qui, en dehors des gares parisiennes, voit le plus de mouvements par semaine. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 50% de mouvements en plus que la gare de Bordeaux, qui est une ville de taille comparable. Donc voilà, le défi des SERM, c'est un défi complexe, mais c'est sans aucun doute la manière de, là aussi, réduire l'empreinte carbone des déplacements autour des métropoles. Mais il n'y a pas que les métropoles, évidemment. Nous avons chez nous le transport frontalier qui est important, le transport transfrontalier. 20% des personnes qui sont dans nos trains passent la frontière tous les jours. Donc nous avons cette ligne que nous aménageons, que nous modernisons avec les pays voisins, essentiellement d'ailleurs avec l'Allemagne et le Luxembourg. Nous avons des enjeux extrêmement importants en la matière. Les dessertes fines du territoire, c'est indispensable parce que sinon on acte définitivement du fossé entre les territoires, on va dire, urbains, bénéficiant des moyens de transport les plus modernes, et le monde de la ruralité. Et il n'est pas pensable demain de ne pas envisager un avenir par la mobilité à nos territoires ruraux. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Jérémy Jordanov est intervenu sur plusieurs des sujets, notamment sur le fret. Évidemment, la question du fret, elle est essentielle. Il est assez désespérant de voir que le fret dans notre pays est en difficulté à ce point.
On a tous lu il y a 25-30 ans, on a tous rêvé d'autoroutes ferroviaires qui transporteraient les camions venant du nord de l'Europe vers le sud de l'Europe. Tout ça est resté malheureusement lettre morte, faute d'investissements importants autour des infrastructures. Et aujourd'hui, dans bon nombre de régions, la problématique du fret, c'est qu'on vient au secours d'une infrastructure qui est totalement vétuste et qu'il faut absolument préserver parce qu'on ne peut pas imaginer d'avoir autant de camions sur nos routes et ce, pour une longue durée. Sur le Lyon-Turin, sur la 69, je ne suis pas sûr qu'il soit dans le rôle du président de la FIT de contester des décisions qui ont été prises par les autorités publiques, qui ont parfois été confirmées par des jugements de tribunaux administratifs ou de conseils d'État. Donc, j'allais dire, ces infrastructures, elles sont considérées comme stratégiques dans la relation notamment du fret entre la France et l'Italie. Et je pense qu'il faut intégrer aussi un certain nombre d'éléments en la matière. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on crée une infrastructure, on consomme de l'espace. Je crois que ça a été évoqué par un autre intervenant, par vous, sur le zéro artificialisation nette. Mais en même temps, je note, par exemple, avec satisfaction que dans les décrets d'application du ZAN, il est prévu, par exemple, de sortir de l'artificialisation des territoires l'empreinte en termes d'artificialisation des pistes cyclables, ce qui est une nouveauté. Je crois beaucoup en ce qui me concerne au développement des mobilités actives et du vélo. J'ai été il y a 1 mois et demi avec des représentants d'une trentaine d'agglomérations en Belgique. Quand on voit ce qui se passe en Belgique, là où les conditions climatiques ne sont pas meilleures qu'en France, elles sont peut-être même plus dures parce que la présence du vent est permanente. Et quand on fait du vélo, le vent, c'est l'ennemi. Quand on se rend compte qu'ils sont dans certaines villes qui ont 300 000 habitants à un taux de circulation des vélos dans les parts modales qui est entre 30 et 40%, là où, je vais prendre l'exemple de Nice, qui est une ville dans laquelle, a priori, on fait plus facilement du vélo qu'en Belgique ou qu'au Danemark, on est à 2 ou 2,5%. Donc nous avons sans aucun doute des progrès à faire en matière d'infrastructures cyclables, parce que ça coûte d'abord beaucoup moins cher, c'est bon pour le pouvoir d'achat, et c'est culturel. Pour moi, les blocages sont d'ordre culturel, parce qu'on a peut-être cédé au tout voiture à une époque. La voiture est associée à la liberté de circulation, et on n'a pas pensé qu'à travers le vélo et la modernisation des infrastructures cyclables, on pouvait aussi accéder à un niveau de qualité de vie, un niveau de santé, parce que les conséquences sur la santé sont extrêmement importantes et tout à fait perceptibles. Donc je vous rejoins en partie sur vos remarques. Et puis vous avez évoqué un point essentiel, qui est l'adaptation de nos infrastructures de transport au changement climatique. Nous l'avons vécu dans notre région du Grand Est, puisque les sécheresses de 2022 ont amené le tonnage acceptable sur le Rhin à baisser de parfois 50%. Et évidemment, quand on ne peut plus transporter, charger des péniches à plein pour aller vers Rotterdam et qu'on est obligé de diminuer le tonnage par 2, ça veut dire qu'on met ou 2 fois plus de péniches ou on bascule sur d'autres modes, dans l'idéal le train. Mais ce n'est pas toujours le train. Et si on remet des camions sur la route parce que nos infrastructures fluviales ne sont plus en capacité de transporter efficacement le fret, ça pose une vraie difficulté. Et puis vous avez évoqué également l'impact de la chaleur sur les caténaires ou sur les rails. C'est une réalité. Sachez, pour votre information, que la région Grand Est que je préside est, selon le GIEC, la région dans laquelle la température sera la plus élevée en 2050. Lors des pics de canicule, on pourrait atteindre les 55 degrés. 55 degrés, on met quasiment à l'arrêt tous nos systèmes de transport pour des raisons diverses. En ville, on ne circule plus parce que la qualité de l'air se détériore trop. Nos rails ou nos caténaires ne sont pas équipés pour faire face à des températures de cette ampleur. Et s'il y a une période de sécheresse, le risque, c'est que les fleuves n'aient plus le niveau d'eau suffisant pour transporter des péniches. Donc la question de la résilience des infrastructures de transport, c'est à mon sens une question essentielle qui nécessiterait elle-même une forme de loi de programmation, en tout cas une ambition nationale, parce que le changement climatique, il est là, il s'accélère, et il ne faudrait pas que demain, en dépit d'investissements extrêmement importants qu'on va affecter au système des infrastructures, ces infrastructures soient à l'arrêt parce que le changement climatique est passé par là, et que nos infrastructures sont dévastées, comme c'est le cas dans le Pas-de-Calais récemment. Pendant des semaines, ils ont été sous l'eau. Plus de trains ne fonctionnaient évidemment. Demain, ce sera peut-être la chaleur. Donc, nous devons évidemment mener ensemble une réflexion sur le sujet. Le dernier intervenant, donc je réponds indirectement à M. Wulfranc à travers toutes les questions et les réponses que j'apporte, évidemment. S'agissant enfin de M. Bricout, alors j'ai déjà évoqué pas mal les sujets. C'est difficile de trouver un angle spécifique pour vous répondre. Alors, en quoi mon discours se distingue-t-il de mes prédécesseurs? C'est difficile à dire.
D'abord parce que je n'ai pas suivi au quotidien l'action qu'ils ont menée en tant que président de la FIT. Il se trouve que pour plusieurs d'entre eux, je pense à Christophe Béchu ou à Patrice Vergrit, ils étaient aussi des élus territoriaux, alors souvent des élus à la tête de métropole, et les métropoles jouent un rôle important dans le financement des infrastructures de transport. Il y a eu avant moi d'anciens présidents de région qui ont présidé la FIT, Gérard Longuet notamment, Philippe Duron, mais ils n'étaient plus en fonction. Je pense que si j'ai été choisi par le président de la République pour ces fonctions, c'est parce que j'exerçais la responsabilité de président de la commission mobilité de Région de France et que c'était un signal important de donner aux régions au moment même où elles sont appelées à financer de plus en plus les infrastructures. Et puisque la FIT est une instance qui a pour objectif de créer un dialogue entre élus de la nation comme vous l'êtes, élus des territoires comme je le suis, et les services de l'État, voilà. Je ne vais pas chercher à me distinguer de mes prédécesseurs. J'ai ma personnalité, j'ai mon indépendance d'esprit. Parfois, il est vraisemblable que j'aurai le même discours qu'eux parce que l'intérêt général le commande et parce que les déclarations qu'ils ont pu faire sur la nécessité d'investir davantage et de sécuriser les financements de la FIT, je les partage à 100%. Maintenant, les choses évoluent très vite et j'espère en tout cas que très vite on pourra se mettre autour d'une table et le rôle des parlementaires sera essentiel pour définir précisément l'évolution des modes de financement des infrastructures de communication parce que dans les 10 ans qui viennent, ce sera un sujet majeur et qu'il vous appartiendra en tant que législateur de statuer sur ces questions. Merci, Monsieur Franck Leroy. Nous venons aux questions et nous commençons par la première question posée par Charlotte Gauchi-Bolognaise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Leroy, en lien avec vos propos, je souhaite approfondir la discussion sur les mobilités actives, notamment celle du vélo. Elles comportent de nombreux effets bénéfiques pour l'environnement et permettent d'atteindre les objectifs fixés en termes de ZFE. En 2018, le gouvernement lançait le premier plan national vélo et mobilité active dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Depuis 2019, l'État a déjà participé au financement de 533 projets d'aménagement cyclable répartis sur 323 territoires pour un montant total de subventions de 410 millions d'euros, ce qui a permis d'augmenter de 40% les infrastructures cyclables depuis 2017. Le 20 septembre 2022, un nouveau plan vélo a été lancé par la Première ministre afin de redoubler d'efforts et inscrire réellement le vélo dans le quotidien de tous les Français. Pour l'année 2023, le Fonds Mobilité Active est doté de 250 millions d'euros. Il semble aujourd'hui essentiel de continuer dans cette voie et pour ce faire de s'inspirer des pratiques de nos voisins européens, comme vous l'avez si bien dit. Comment voyez-vous l'impact croissant des déplacements à vélo sur notre société et quelles mesures pourraient être prises pour favoriser davantage l'utilisation de ce mode de transport? Je vous remercie. Merci. La parole est à Nicole Lepé. Merci, Monsieur le Président Leroy. Nous ne pouvons que nous réjouir qu'une personnalité ayant votre parcours puisse prendre la tête de la FIP France. En effet, vous connaissez parfaitement en tant qu'élu local et notamment en tant que président de région l'importance des petites lignes ferroviaires. Vous avez d'ailleurs fait le choix d'utiliser les trains légers, plus petits et moins coûteux pour relancer les petites lignes. Alors investir dans la création et l'entretien de ces lignes est un investissement d'avenir. Il s'agit de désenclaver nos régions, de permettre à tous les Français de pouvoir se déplacer. C'est aussi un principe d'égalité et c'est un moyen de revitaliser nos territoires ruraux. J'en viens, c'est aussi au demeurant le choix de la région Bretagne, donc ma région, et je tiens à saluer les initiatives telles que celle de Taxi Rail, donc cette start-up bretonne qui développe un train léger autonome à l'hydrogène. Aussi, Monsieur le Président, quelle place accorderiez-vous aux petites lignes ferroviaires et leur développement restera-t-il, tout comme l'a été pour vos prédécesseurs, une priorité? Je vous remercie. Merci. La parole est au Président Valence. Bien, merci Monsieur le Président. Je voudrais m'adresser au Président Leroy en lui demandant d'ores et déjà la manière dont il comptait travailler avec le Conseil d'orientation des infrastructures, dont le Président de la FIT est membre de droit. Et je me permets, à la suite de cette question, d'apporter un témoignage. D'abord sur ce qu'est la présidence de la FIT. Je m'adresse ici à mes collègues. Il s'agit d'une présidence non exécutive. Ça n'a donc rien de comparable avec ce que l'ADEME demande en termes d'implication. Et ça n'est pas non plus la présidence d'une autorité administrative indépendante, comme l'est l'ART. Nous avons désigné ou validé la nomination du président la semaine dernière. Puis mon témoignage en tant que collègue de Franck Leroy depuis bientôt 8 ans au Conseil régional du Grand Est. D'abord pour dire que c'est un élu très engagé sur la transition écologique. Il a été à l'origine du plan vélo de la région, qui est le premier plan vélo régional.
Aussi pour dire que c'est un élu très attentif aux ruralités, et c'est vraiment une préoccupation constante de ses travaux, et au sujet des petites lignes ferroviaires, puisque nous sommes la première région à avoir signé un accord sur ce sujet en février 2020. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut le soutenir pour cette désignation. Avec un vice-président à l'époque qui n'était autre que David Valence en charge des mobilités. La boucle est bouclée. La parole est à Damien Adam. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Roi, j'aimerais vous interroger sur un projet d'infrastructure important pour les élus normands, la ligne nouvelle Paris-Normandie, autrement appelée LNPN. Cette liaison ferroviaire entre Paris et la Normandie doit mettre à terme Rouen à 50 minutes de train de Paris, contre aujourd'hui entre 1h10 et 1h25 suivant la bonne volonté de la SNCF et des travaux sur la ligne actuelle. La LNPN permettra également de réduire le temps de trajet entre Le Havre et Paris à 1h30 contre 2h aujourd'hui. Grâce au choix fait par la majorité présidentielle d'augmenter les moyens dédiés au financement des infrastructures, une des étapes de la LNPN va pouvoir être accélérée, le saut de mouton en amont de la gare Saint-Lazare pour réduire les retards liés à l'insertion des trains normands dans le trafic parisien. Initialement prévu avec un engagement des travaux avant 2032, le projet doit pouvoir commencer avant 2027. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Des questions se posent également sur les prochaines étapes de ce projet de LNPN, puisque la présidente de la région Île-de-France a indiqué en avril dernier être fermement opposée au projet. Cette annonce fut un choc pour les Normands, car l'Île-de-France a toujours soutenu ce projet jusqu'à maintenant, mais bon, ça c'était avant qu'on finisse de sécuriser les investissements de la région Île-de-France. Maintenant que les principaux travaux vont profiter exclusivement aux Normands, c'est courage, fuyons à Paris. Avez-vous des renseignements à nous communiquer à ce sujet et sur les anticipations que vous faites du côté des financements ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Damien Abad. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais revenir sur la question du Lyon-Turin, vous dire que les députés Rhône-Alpes que nous sommes, et j'associe à ma question ma collègue Marjolaine Meillet-Millefert, c'est un sujet essentiel. Et tous les autres de Rhône-Alpes, le gouvernement a affirmé et réaffirmé son attachement à la réalisation de l'ensemble du chantier. Même si vous n'êtes pas directement décisionnaire sur ce dossier-là, votre éclairage et votre soutien est absolument indispensable. Les négociations régionales sur les priorités de phase ont eu lieu. Les collectivités et les élus concernés ont activement participé au comité de pilotage présidé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les attentes sont très fortes. L'Europe et l'Italie s'impatientent. Toutes les impulsions sont là. Reste le bouclage des financements, notamment le coût de la section française qui pourrait être phasé et étalé sur 10 ans, ce qui est compatible d'ailleurs avec les ressources de la FIT compte tenu des taux de subvention exceptionnels auxquels est éligible cette liaison transfrontière stratégique à la fois pour les voyageurs mais aussi pour le fret ferroviaire. Alors ma question est simple, soutiendrez-vous activement la réalisation des accès français du Lyon-Turin ? Merci, la parole est à Charles de Courson. Monsieur le candidat, je voudrais vous poser 3 questions concernant la taxe poids lourd. La première, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas exonérer de la taxe poids lourd tout le trafic local ou régional comme l'ont fait les Allemands ? Deuxième question, est-ce qu'il ne faudrait pas donner un pouvoir de modulation de cette taxe selon les régions ou les départements, parce qu'il y a aussi des départements qui l'ont choisi. Et puis, dernière question subsidiaire, toutes les régions ou départements qui n'ont pas été candidats au transfert de route nationale ne feront-ils pas un jour instaurer la taxe poids lourd, y compris sur ces zones, et d'affecter le produit à la FIT? La parole est à Mathieu Marquiot. Merci Monsieur le Président. Monsieur, en faveur des infrastructures davantage orientées fret, l'agence dit financer plusieurs projets pour les autoroutes ferroviaires ou le volet infrastructure de l'engagement national pour le fret ferroviaire. La ligne Flambois-Montreux, fermée au trafic voyageur depuis 1939, a connu une opération de régénération ayant permis sa réouverture progressive au trafic fret. Cette dernière représente une forte demande d'acteurs du BTP de ma circonscription. Cette ligne est une voie stratégique indispensable aux industriels locaux et est menacée de fermeture d'ici 3 ans si des travaux ne sont pas entrepris. Cette possible fermeture causerait de grandes difficultés aux industries locales et aurait pour conséquence la circulation de 15 000 camions supplémentaires. On est bien loin, là, des leçons du gouvernement en matière d'écologie. Aussi, monsieur, dans ce contexte de financement complexe, pouvez-vous nous dire de quelle façon ou si vous allez vous engager réellement sur votre participation aux travaux nécessaires pour pérenniser les lignes demandées suite aux annonces du gouvernement d'appelant à 100 milliards d'euros pour le transport ferroviaire? Je vous remercie. Merci. La parole est à Alexandra Masson. Oui, Monsieur le Président, merci.
Je voudrais savoir quelle est votre position sur le fait que la FIT finance via une taxe de solidarité sur les billets d'avion, mais n'est pas financée par la FIT qui elle-même finance des projets d'intérêt national dans les domaines des transports ferroviaires, maritimes, fluviales et routiers, sauf l'aérien. C'est exclu de ce périmètre sans aucune explication, et pourtant j'ai déjà plusieurs reprises lors d'auditions posé la question par les pouvoirs publics, alors que l'aérien reste aujourd'hui un des secteurs qui fait le plus d'efforts en matière de décarbonation et en matière de verdissement. Donc je voudrais vraiment avoir votre position sur ce sujet qui me paraît un sujet extrêmement important et sur lequel nous sommes souvent interrogés. Merci. Merci. La parole est à Gabriel Amar. Merci, Président. Collègues, monsieur, nous avons identifié au moins 8 projets d'infrastructures de transport représentant plus de 17 milliards d'euros d'investissement qui n'ont fait l'objet d'aucun bilan des résultats économiques et sociaux accompagnés d'avis de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable. Pourtant, la réalisation et la publication de ces bilans est obligatoire depuis 40 ans, conformément à la loi d'orientation des transports intérieurs. Les usagers et contribuables ont le droit de savoir à quoi sert l'argent public. Le 14 avril dernier, le tribunal administratif de Paris a même enjoint le ministre de la Transition écologique à faire réaliser et publier les bilans économiques et sociaux du sillon alpin sud ainsi que du tunnel du Mont-Cenis. Le groupe La France Insoumise a déposé une proposition de résolution visant à créer une commission d'enquête sur la question pour que la lumière soit faite. Soutenez-vous cette proposition? Seriez-vous d'accord pour faire évoluer les règles d'attribution des aides de l'AFIT en conditionnant les financements des travaux d'infrastructure au respect de la loi LOTI par les maîtres d'ouvrage? Je vous remercie. Merci. La parole est à Loïc Prudhomme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Leroy, la démesure et l'inutilité du GPSO, Grand Projet du Sud-Ouest, n'est aujourd'hui plus à démontrer. Mais l'absurdité de ce projet est particulièrement bien illustrée par un de ses deux volets, la ligne nouvelle entre Bordeaux et Dax. En effet, ces deux villes sont déjà reliées par une ligne qui est sous-utilisée et qui pourrait être modernisée à faible coût, ce qui permettrait d'augmenter sa capacité et la vitesse des TGV qui l'empruntent. Or, il est prévu de construire une ligne nouvelle à travers les Landes, plus longue de 32 km, pour un coût de plusieurs milliards d'euros, au moins 4, et avec un impact écologique inquantifiable. Le seul argument qui nous est avancé pour justifier ce choix est que la nouvelle ligne permettrait de gagner 20 minutes entre Bordeaux et Dax. Cet argument tombe partiellement avec une ligne existante dont la vitesse serait portée à 220 km/h. Considérez-vous que l'AFIT doive s'engager à hauteur de plusieurs milliards d'euros pour un gain de temps minimum et dans un projet de construction dont les coûts flambent en ce moment même avec l'inflation? Ne pensez-vous pas que la priorité de l'AFIT serait de financer la réhabilitation et la modernisation de lignes existantes qui sont en grande souffrance, comme le Bordeaux-Nantes ou le Bordeaux-Lyon, et leurs usagers avec elles? Je vous remercie. Merci. La parole est à Vincent Descoeurs. C'est son jour d'anniversaire. Il a un bonus de temps s'il le souhaite, bien entendu. Je me contenterai de 3 minutes, Monsieur le Président. J'allais vous proposer 5 minutes, mais c'est pas grave. J'accepte. Merci, je vais épargner mes collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Leroy, les 2 tiers du budget de l'AFIT sont fléchés vers des modes de transport alternatifs à la route. Et la nouvelle génération des CPER fait la part belle au ferroviaire, ce dont on pourrait se réjouir. Nous avons accueilli avec enthousiasme le retour du train de nuit Aurillac-Paris, dont on pourrait se réjouir si ce n'était pas au détriment du réseau routier national, dont les crédits seront divisés par 2. Cette évolution à la baisse des crédits routiers n'est pas sans inquiéter les élus des départements restés à l'écart des lignes à grande vitesse qui ont modifié en profondeur la carte de France des mobilités. C'est le cas des départements du Massif central et en particulier du Cantal, dont je suis élu, et dont la préfecture Aurillac, desservie par la RN 122, souffre d'une situation d'enclavement inédite. D'où ma question. Pensez-vous que les crédits accordés aux routes nationales seront suffisants pour assurer leur entretien, mais aussi pour mener à bien des projets de modernisation et de sécurisation qui s'imposent? Et comme Monsieur le Président m'y invite, ceci après avoir précisé que, compte tenu du retard d'investissement constaté, un possible transfert vers les régions ne saurait tout résoudre. En d'autres termes, que proposez-vous pour que ces routes nationales, dans les territoires où il n'y a pas d'alternative, ne soient pas laissées pour compte? J'ai fait le maximum, Monsieur le Président. Excellent. La parole est à Jean-Pierre Tête. C'est mon anniversaire aussi, Monsieur le Président. Je plaisante. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Leroy, chers collègues, j'ai été interpellé par une entreprise de ma circonscription, leader européen dans son domaine, les caramels Niguet,
membre aussi de l'USIPA, que vous connaissez, Union des syndicats des industries des produits amylacés. En effet, il existe une forte inquiétude du secteur industriel vis-à-vis des taxes sur les transports de marchandises sur route auxquelles réfléchissent plusieurs collectivités territoriales, dont la région Grand Est. La perspective de cette nouvelle taxe inquiète fortement les entreprises de mon territoire qui craignent de voir leur compétitivité pénalisée. Est-ce bien raisonnable de relancer l'idée de Madame Royal alors que les entreprises françaises demeurent parmi les plus imposées en Europe, notamment au travers des impôts de production et des péages notamment? Avant de voter, je voudrais vérifier que ce n'est pas le schéma de financement que vous entendez promouvoir si vous êtes confirmé à la présidence de l'AFIT et que seuls les transporteurs étrangers seraient taxés. Enfin, quelle est votre stratégie et vos positions sur les mobilités nécessaires pour le maillage de nos territoires ruraux, comme la ligne Bointière dans la Loire, sur ma circonscription? Je vous remercie. Merci. La parole est à Nicolas Ré. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Leroy, je voudrais revenir également sur la possibilité d'instaurer une écotaxe ou une éco-redevance poids lourd, sujet dont nous avons beaucoup débattu dans le cadre de la commission d'enquête sur la libéralisation du fret. Le Grand Est que vous présidez est la première région à s'en être emparée. La philosophie de cette taxe est certes séduisante. Elle permet de faire participer au financement de nos infrastructures les poids lourds étrangers qui utilisent notre réseau routier. Toutefois, cette nouvelle taxe inquiète évidemment les transporteurs routiers français qui subissent déjà une explosion de charges. Comment ont réagi les transporteurs routiers de votre région ? Comment ont-ils répercuté ces coûts sur leurs clients? Par ailleurs, l'écotaxe régionale n'est-elle pas redondante selon vous avec la future Eurovignette? Enfin, est-ce que selon vous, l'encouragement au report modal passe uniquement par la fiscalité? Merci. La parole est à Monsieur Vigier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Leroy, je vais vous parler d'une petite ligne ferroviaire qui s'appelle la ligne des Cévennes avec le Cévenol, Paris, Clermont, Marseille. Cette ligne, comme vous le savez, passe au cœur des gorges de l'Allier. Elle passe là où la route ne passe pas. C'est de l'aménagement des territoires et elle permet d'irriguer tout le Massif central. Il y a 2 ans, la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis sur la table 10,5 millions d'euros, tout simplement pour permettre de la garder ouverte. Et c'est très important. Et je voudrais connaître l'action de l'AFIT sur cette fameuse ligne des Cévennes pour pouvoir avoir un avenir sur cette ligne et irriguer tout le Massif central. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Gérard Le Seul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le candidat, l'engagement que le dernier président de l'AFIT a pris en juin dernier visait à flécher les dépenses de l'AFIT pour 2/3 pour la décarbonation des moyens de transport. Poursuivrez-vous cette ambition? De plus, l'AFIT, sous votre présidence, serait-elle prête à s'engager sur des investissements pluriannuels d'envergure pour accompagner le rééquilibrage entre transport individuel et transport collectif, notamment à travers les SERM, afin de décarboner durablement nos mobilités? Enfin, quelles seront vos priorités pour le fret ferroviaire et fluvial, dont nous n'avons que trop peu parlé, notamment pour le fluvial depuis le début de cette réunion? Et puis, pour terminer, confirmez-vous que vous conserverez votre fonction de président exécutif de région, s'il vous plaît? Merci. La parole est à Jean-Victor Castor. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le candidat, je vous invite à prendre en compte le rapport 1924 de la mission parlementaire Aménagement et développement durable du territoire en Guyane. Le constat est terrible et dramatique. L'enclavement tue. Nous avons 7 communes sur 22 qui sont totalement enclavées, pas de route. La caricature de l'existant tue aussi. Êtes-vous prêt à corriger immédiatement les programmations de l'AFIT? Le rapport conclut de la nécessité d'une loi de programmation urgente spécifique pour la Guyane. Prendrez-vous en compte donc cette préconisation? Et pour terminer, je dirais que la sobriété est une absurdité totale en Guyane. Merci. La parole est à Nathalie Bassir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Monsieur le candidat, vous savez combien les territoires ultramarins rencontrent de grosses difficultés dans le transport routier, et notamment à La Réunion, où chaque année, environ 25 000 voitures rejoignent nos routes, et vous pensez bien que nos routes sont déjà bien saturées. Dans quelques années, tout déplacement deviendra impossible, tant un coma circulatoire gagne du terrain, quelle que soit l'heure et quel que soit le lieu où on se trouve. Est-ce que vous seriez prêt à étudier le financement en fonctionnement
et en investissement, mais aussi en fonctionnement, d'un projet rail à La Réunion qui desservirait un grand nombre de villes. Je vous remercie. Merci. Et enfin, la parole est à Guy Bricout. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Leroy, tout à l'heure, je vous ai posé des questions et il y en a une pour laquelle vous n'avez pas répondu. Alors, je la réitère. De même, le fluvial me semble particulièrement prioritaire au vu de nos objectifs de développement durable. Et quelle est votre vision concernant le mode de transport? Alors, je souligne que nous n'avons plus d'industrie pour construire des péniches, que nous n'avons que peu d'écoles pour conduire les péniches et que le canal permet d'éviter des camions. Le canal Seine-Nord-Europe, avec des péniches de 4400 tonnes, permet d'éviter 50 camions. Et puis aussi, la circulation dans les villes pourrait être nettement améliorée si on permettait une arrivée par voie fluviale. Merci. Monsieur Meurin voulait poser une question. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Leroy, j'en profite aussi pour évoquer un dossier local. Alès, dans ma circonscription, est une des villes moyennes les plus enclavées de France. Et il y a un dossier qui dure depuis 30 ans, c'est la 2 fois 2 voies, c'est-à-dire le fait de pouvoir rejoindre Nîmes à partir d'Alès. Et donc il y a une 2 fois 2 voies qui attend sa terminaison depuis à peu près 30 ans. Donc, est-ce que vous connaissez ce dossier? Est-ce que vous avez l'intention d'y mettre du vôtre pour que cet aménagement routier voit le jour malgré les écolos qui bloquent? Et le contournement ouest de Nîmes qui permettra également de désenclaver durablement la ville d'Alès, qui a besoin d'une réindustrialisation et donc de voies de communication réelles et majeures. Merci. Tous les collègues ont pu poser une question. Je vous en prie, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. La question va être simple. La ville de Gap, dans les Hautes-Alpes. Donc, on va dire pas un enclavement, mais des difficultés pour l'accès Gap-Grenoble par le réseau routier et par le réseau ferroviaire. Pensez-vous que les routes départementales qui joignent Gap, Grenoble ou la route nationale, comme on appelle la route Napoléon, pourront être aménagées de manière à avoir un accès beaucoup plus aisé vers le nord et vers Grenoble? Et notamment, pensez-vous que les JO 2030 pourront aider à tout ça? Merci. Très bien. Alors, chers collègues, s'il vous plaît, un peu d'attention. Donc, il y a 20 questions qui ont été posées. Preuve de l'intérêt que vous portez pour la FIT, ce qui montre que c'est tout sauf une boîte noire, sans doute. Monsieur le candidat, je vais vous laisser le soin de répondre, mais chers collègues, s'il vous plaît, chers collègues, si on pouvait simplement écouter les réponses. Notre candidat s'engage à répondre avec synthèse, mais écoutons, s'il vous plaît, les réponses, de sorte à ce que chaque collègue ait réponse aux questions qui ont été posées. Merci. Monsieur Franck Leroy. Merci. Je vais commencer par Guy Bricout, parce que j'avais effectivement oublié de lui répondre tout à l'heure sur le canal, enfin le transport fluvial. J'évoquais tout à l'heure le fait que pendant de très nombreuses années, on n'avait pas de visibilité sur le développement des infrastructures. J'avais évoqué le nucléaire, j'aurais pu évoquer de la même manière le train. Le fluvial, c'est tout à fait le cas. Le canal Seine-Nord-Europe, il réapparaît aujourd'hui, ça faisait 40 ans qu'on en parlait. Et je pense que c'était pareil pour les canaux qu'on a progressivement abandonnés. Donc comment voulez-vous que des professionnels investissent dans les péniches du futur s'il n'y a pas une visibilité au niveau des infrastructures? Donc on est vraiment confronté à ce problème. Je crois fondamentalement au fluvial parce que pour le transport des pondéreux, de matières lourdes, nous aurons toujours besoin du fluvial. Nous avons un réseau assez exceptionnel à l'échelle de l'Europe, mais qui a souffert pendant des décennies de ne pas avoir d'investissement. Donc les industriels qui, jusqu'ici, travaillent sur les péniches ont abandonné les péniches. Nous avons quelques savoir-faire en la matière, quelques formations qui renaissent, mais l'importance du long terme, c'est précisément pour donner une orientation, donner un cap et s'y tenir. Et de ce point de vue, ça vaut pour tous les types de transports. Si demain, on donne le signal que les transports vont revenir aux ruralités, vous allez voir les initiatives et les innovations apparaître partout. Tant qu'on n'aura pas donné ce signal-là, les industriels qui ont été échaudés par le passé
ne reviendront pas et n'investiront pas dans l'innovation en la matière. Donc je suis intimement convaincu que si on donne des signaux forts sur le retour du fluvial, vous allez voir une industrie du fluvial renaître en France parce que tout simplement, ils auront l'assurance d'avoir des carnets de commandes et des investissements publics demain. Alors c'est difficile de répondre à toutes les questions. Je voudrais déjà m'excuser auprès de celles et ceux qui ont posé des questions très locales parce que je n'ai pas la prétention de connaître le territoire national, que ce soit du côté d'Alès, que ce soit du côté de Montereau ou autre. Désolé, je répondrai... Si vous me laissez un petit peu de temps à votre question, si je suis confirmé dans ces fonctions de président du conseil d'administration de l'AFIT, mais je n'ai pas sincèrement la connaissance du secteur. Ce que je veux peut-être vous dire, et certains sont intervenus à plusieurs reprises sur le sujet, c'est qu'il n'est pas question d'abandonner les infrastructures routières. Ça reste le premier moyen de déplacement de nos concitoyens. Donc nous avons besoin de routes modernisées. Nous avons besoin aussi de trouver sur ces routes d'autres usages que l'autosolisme, c'est-à-dire la situation qu'on vit actuellement où les gens sont seuls dans la voiture. Le covoiturage, il faut le développer. Il faut développer des voies routières ou affecter des voies routières à des modes de transport collectif pour accroître l'efficacité des cars express. Et partout où on le fait, ça donne des résultats. Dans tous les pays que j'ai pu visiter dans le cadre de mes fonctions, les voies dédiées au covoiturage et au transport public, ça donne des résultats assez extraordinaires parce qu'évidemment, on va beaucoup plus vite sur ces voies que sur les voies dédiées à l'automobile. Et du coup, les gens, à force de voir les cars les doubler, se disent finalement, je ferais bien de monter dans le car et mon empreinte carbone sera meilleure. Donc l'objectif, c'est pas de tourner le dos. Effectivement, quand on regarde les budgets de l'AFIT aujourd'hui, ils sont pour les 2/3 affectés à des modes alternatifs à la route, ce qui ne veut pas dire qu'on doit laisser tomber les routes. Qui plus est, on sait qu'on va aller demain vers des infrastructures connectées qui elles-mêmes permettront des performances sur le plan routier, sur le plan écologique bien supérieures. Donc il est normal qu'on aille aujourd'hui massivement sur le ferroviaire parce que le ferroviaire a souffert d'un sous-investissement pendant des décennies. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner les routes. Les routes, elles sont indispensables dans certains territoires et on ne recréera pas partout des voies ferroviaires. Donc voilà, il faut y mettre l'argent, vous avez raison, mais ça fera partie des objectifs de l'AFIT. Et d'ailleurs, l'AFIT continue d'affecter des sommes sur le routier, de même que les contrats de plan État-région, même si la part du ferroviaire après est aujourd'hui dominante, continue là où il manque des infrastructures stratégiques, là où les contrats de plan précédents avaient fléché des crédits sur les routes, il est normal d'aller jusqu'au bout de ces chantiers pour ne pas abandonner en rase campagne ces routes et donc ces territoires. Il a été évoqué tout à l'heure par Charlotte Gucci-Bolognaise la question des modes de mobilité active, le vélo notamment. Je ne sais pas si j'ai le droit de vous conseiller des choses, Monsieur le Président, mais je vous invite avec votre commission à aller visiter des villes comme Anvers ou comme Gand, où franchement, quand on revient de là-bas, on a l'impression d'avoir 20 ou 25 ans de retard. Il y a un taux d'acceptabilité qui est extraordinaire, il y a une qualité de vie, une qualité de l'air, une qualité de la santé liée au fait que tous les jours, on va au boulot à vélo. Et comme les Belges sont des gens très pragmatiques, on a le droit sur les autoroutes à vélo en Belgique, et ça vaut pour les secteurs ruraux. Ce sont des autoroutes de 4,50 m dédiées au vélo. Vous ne croisez pas un véhicule motorisé et vous avez le droit d'aller à 45 km/h avec un vélo électrique débridé. Je peux vous garantir, et l'un des maires que nous avons rencontré là-bas a fait l'expérience, quand vous êtes à 15 km de Gand, vous allez plus vite à vélo à Gand qu'en voiture. Ça vous coûte moins cher, ça vous met en meilleure santé, vous avez un vélo électrique, vous avez la tenue qui va bien, vous arrivez dans la mairie, vous avez un vestiaire qui chauffe vos vêtements, qui fait que 2 heures après ils sont secs si vous avez pris la pluie. Et quand on voit ce système-là, quand on voit la qualité de vie que ça apporte à nos concitoyens, c'est à 2 pas de chez nous. Et très sincèrement, si vous avez l'occasion, Monsieur le Président, d'y aller, je vous invite à y aller, vous reviendrez transformé. Parce que nous avons un territoire qui permet, avec le vélo assistance électrique, d'abord de pouvoir aller partout aujourd'hui. Vous avez un territoire sur lequel le climat est bien plus favorable au vélo, je pense au sud de la France qu'en Belgique ou qu'en Hollande ou au Danemark, que ça fonctionne, que c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'empreinte carbone. Et on a pris énormément de retard en la matière. Donc, merci pour cette question. Et la fois prochaine, on ira ensemble, si vous le souhaitez, en Belgique. Sur la priorité aux lignes de desserte fine du territoire, j'y souscris totalement. La région Grand Est est la région qui compte le plus de communes en France. 5152 communes, essentiellement des communes rurales.
vous pensez bien qu'à chaque fois que je me déplace dans les territoires, j'entends ce même refrain, les mobilités nous ont abandonnés. Donc nous devons impérativement, c'est une question de cohésion sociale, de cohésion territoriale, nous devons redonner un espoir à travers les mobilités au monde rural, sous diverses formes. En ne négligeant pas le routier, quand il est la seule solution, en développant des solutions de type covoiturage, et un certain nombre de territoires s'y sont mis, et en favorisant aussi, autant que possible, le retour du train. Et encore une fois, la nouvelle génération de trains permettra, à mon avis, d'aller à la reconquête des territoires, de même que, ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous, le fret capillaire ou le fret passager est extrêmement important. Nous avons, avec David, été tous les deux vice-présidents de la région Grand Est en 2016. Nous avons découvert des lignes ferroviaires sur lesquelles les trains allaient à 10 ou 20 km/h parce que l'état de l'infrastructure ne permettait pas d'aller plus vite. On a investi massivement sur ces trains. Il faut investir sur ces lignes rurales pour leur permettre de retrouver leur utilité parce qu'elles sont irremplaçables si on veut notamment avoir l'ambition d'avoir une trajectoire carbone qui tende vers la neutralité. Et plusieurs d'entre vous ont évoqué les lignes de fret. Il va de soi qu'on ne peut pas imaginer demain que les industriels, que les coopératives agricoles, il y en a des très importantes dans nos territoires, soient condamnés à remettre sur la route des trafics qui font parfois 38 tonnes, 40, 42 tonnes avec des dérogations qui détruisent nos routes départementales alors que la voie ferrée existe, qu'elle doit simplement être remise à niveau. Donc il y a un très vaste sujet autour de ces questions. C'est une question d'investissement du côté de l'État, du côté des régions, du côté des départements, du côté des territoires et des EPCI. Mais voilà, nous devons préserver les voies partout où elles existent parce qu'elles permettent de maintenir un transport décarboné là où toute autre solution passerait par la route et serait proprement désastreuse. Sur l'écotaxe ou l'éco-redevance, c'est un système qui n'a pas pu se mettre en place en dépit d'un vote à la quasi-unanimité du Parlement il y a 10 ans. Nous le faisons dans le Grand Est pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'encore une fois, tous les pays qui nous entourent, qui génèrent un flux important et un report de trafic vers nos axes, paient la taxe carbone dans leurs pays respectifs. En Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, on paye l'écotaxe. Donc c'est une anomalie qu'on ne l'introduise pas chez nous. Je ne demande pas, et je ne défendrai pas, en ce qui me concerne, en tant que président de la FIT, la position qui consisterait à généraliser l'écotaxe. Mais là où elle correspond à des situations particulières, et le Grand Est est une situation particulière, je la défends parce que si nous devons attendre les financements de l'État qui n'arrivent pas sur ces infrastructures de transport depuis des dizaines d'années, nous ne pouvons pas apporter satisfaction à ces milliers d'usagers. Il y a aujourd'hui 120 000 Mosellans et Meurthe-et-Mosellans qui tous les jours vont travailler au Luxembourg, qui passent 1h30 pour faire 30 km de voiture parce qu'ils sont dans les bouchons. Et les camions des routiers sont eux-mêmes dans les bouchons. Donc quand on discute de l'écotaxe avec les transporteurs, ils ne sont pas fans. Mais quand on comptabilise le temps de perdu dans les embouteillages pour leurs camions, c'est donc du temps l'horloge tourne. Les camions avancent au pas en première et consomment un maximum pendant ce temps-là. Quand on leur dit qu'en créant une infrastructure nouvelle, on va pouvoir, ou moderniser l'infrastructure existante, on va pouvoir éviter ces bouchons, gagner du temps, ils commencent à nous écouter. Et quand en plus on indique que, fort des aides économiques que nous pouvons leur apporter, on les aidera à financer le changement de motorisation de leurs camions pour qu'ils passent à des modes de motorisation plus favorables à la planète, mais aussi qui leur permettront de moins payer l'écotaxe, voire de ne plus la payer du tout, ils nous écoutent avec un certain intérêt. Donc on n'est plus dans l'affrontement, j'allais dire un peu caricatural qu'il y avait eu il y a 10 ans. Alors encore une fois, c'est le cas d'une région comme la mienne, c'est pas à moi de décider, même si je suis président de la FIT demain, si ça doit être le cas partout, c'est une décision qui, à mon avis, a du sens quand elle est prise par une région qui assume le choix politique qui sera fait, qui assumera peut-être une part d'impopularité, mais qui va aussi, j'en suis certain, satisfaire tous les usagers, pour l'essentiel en véhicules légers, qui vont demain pouvoir circuler sur des infrastructures plus sûres, à plus forte capacité d'emport, parce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont entièrement bloqués dans leur voiture, pénalisés, parce que nous ne pouvons pas répondre à cette perte de temps qui est liée à la capacité insuffisante des infrastructures de transport. Donc voilà, moi, c'est un choix politique que nous avons fait dans notre région. Je ne suis pas là pour l'imposer aux autres. Je pense que chaque
région doit pouvoir définir, on l'évoquait tout à l'heure quand on parlait d'une loi de programmation, je pense qu'il est important qu'il y ait un dialogue entre l'État et chacune des régions pour définir ce qui est prioritaire dans telle ou telle région. Et sur cette base, une fois que les accords sont trouvés avec l'État, effectivement, de figer les choses de manière à ce que les garanties de financement soient apportées et qu'on puisse apporter un signal à nos concitoyens qui leur permette d'avoir la certitude que sous 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, c'est très long, mais en même temps, vous savez que le temps des infrastructures est un temps long, ils auront la certitude de pouvoir demain circuler plus favorablement sur leur territoire. Alors l'éco redevance est revenu dans plusieurs questions. Sur la ligne des Cévennes, alors j'avoue que je ne la connais pas, je serais curieux d'y aller un jour ou l'autre, mais voilà, ça fait partie des questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas le contexte. Encore une fois, il ne s'agit pas ni sur le fret capillaire d'abandonner, au contraire, il faut reconquérir ces lignes de fret ferroviaire, et sur les infrastructures routières, ne pas les abandonner parce que ça reste le mode de circulation privilégié de nos concitoyens et que la plus grande partie des transports s'opérant par la route, on ne peut pas oublier la route. Maintenant, la route de demain, ce n'est pas forcément la route d'hier. Les usages sont différenciés. On sait aujourd'hui être beaucoup plus vertueux dans les usages de la route. Je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Sur l'accès français du Lyon-Turin, alors c'est une infrastructure qui a été décidée, qui est en travaux, qui est programmée, qui fait parfois l'objet de recours contentieux. Donc vous me permettrez d'avoir une certaine réserve sur le sujet, parce que le président de l'AFIT que j'ambitionne d'être n'est pas là pour venir s'ingérer dans des débats à caractère politique. Ce n'est pas le rôle du président de l'AFIT, quelle que soit son origine, de donner son avis sur toutes ces infrastructures. Mais idem pour les infrastructures qui ont été évoquées tout à l'heure par M. Amar, qui indiquait que 8 grands projets d'infrastructures n'avaient pas fait l'objet des études requises par la loi, etc. J'allais dire, c'est aux tribunaux de traiter ça. Je ne peux pas, moi, aujourd'hui, venir dire, ni dénoncer, ni soutenir. D'abord parce que je ne connais pas forcément la situation de toutes ces routes. J'allais dire, je suis simplement candidat à l'AFIT. Je ne suis pas à l'AFIT depuis plusieurs années. Peut-être que si j'avais plusieurs années d'AFIT derrière moi, je pourrais vous donner une position un peu plus éclairée. Mais j'espère pouvoir la donner dans quelques temps. Et en tout état de cause, c'est les choses qui doivent se régler devant les tribunaux. Ce sont des décisions politiques, ce sont des arbitrages politiques qui ont été rendus dans un sens ou dans l'autre. Idem pour les choix de décision qui sont faits dans le Sud-Ouest. Je veux dire par là que c'est, à mon semble-t-il, la légitimité des collectivités territoriales, de l'État de prendre des positions. La société civile, elle a le droit de réagir, elle a des possibilités de contestation. Elle le fait par les tribunaux, elle le fait parfois d'autres manières. Mais j'allais dire, je ne pense pas que le rôle de l'AFIT soit d'être au cœur de tous ces contentieux. Son rôle, c'est de financer des infrastructures de transport, de veiller à avoir les moyens et l'autonomie lui permettant demain de financer notamment les transports décarbonés à partir des recettes tirées des transports routiers. Voilà, je ne pense pas que ce soit la responsabilité de l'AFIT, et mes prédécesseurs se sont illustrés également dans ce sens, d'intervenir dans tous les débats sur les transports, parce que notre responsabilité n'est pas ni de conseiller le président de la République, ou les pouvoirs publics, pardon, le ministre des Transports, c'est le travail du COI, et ni de contester toutes les décisions qui ont pu être prises, tantôt par l'État, tantôt par les collectivités, tantôt par les deux ensemble, puisque sur certains de ces projets, il y a une volonté convergente des collectivités territoriales. Les régions et l'État se sont mis d'accord sur un certain nombre de trajectoires en termes de création d'infrastructures de transport. J'allais dire, voilà, c'est des sujets qui peuvent être des questions de contestation. Encore une fois, je ne pense pas qu'amener l'AFIT dans ce débat-là ferait grandir cette institution et la placerait dans une position qui doit, de par la loi, être la sienne. J'ai dû très certainement oublier, parce que j'ai noté à la va-vite les questions qui s'enchaînaient les unes derrière les autres. Monsieur Le Seul, je resterai président de région. Je crois que vous m'avez interpellé sur le sujet, pour les raisons qu'a exposées tout à l'heure David Valence, à savoir qu'on n'est pas dans une fonction exécutive, et je pense très humblement avoir été choisi dans cette fonction parce que j'étais président de région. De même que Patrice Vergrit avait très certainement été choisi aussi parce qu'il était président de la métropole de Dunkerque, ou que Christophe Béchu l'avait été parce qu'il était président de la métropole d'Angers. Je pense que, là encore, avoir à la tête de l'AFIT des représentants des territoires, c'est important, parce que je crois beaucoup à la liaison entre l'AFIT et les territoires.
tous deux financent les infrastructures de communication. On ne peut pas imaginer que demain l'État finance seul, et ça n'existe plus depuis de très nombreuses années. Même les TGV, les derniers TGV ont été financés avec des contributions très fortes des régions traversées. Donc le financement des infrastructures dans notre pays, c'est bien l'État, l'Europe, qui est sollicité régulièrement, et les collectivités territoriales qui, l'histoire le démontre, financent de plus en plus les infrastructures de transport, que ce soit les EPCI, les départements parfois, les régions assurément. Et donc, ça n'aurait pas de sens que d'abandonner mes responsabilités, alors que c'est à cause de ces responsabilités que j'ai très certainement été choisi pour me présenter devant vous aujourd'hui. Ou grâce à vous, pardon. Grâce à ces responsabilités, effectivement. Désolé de ne pas pouvoir être plus, pour celles et ceux qui ont posé des questions très précises, parce que ce serait un peu prétentieux de ma part de savoir que je connais tout de la France, je connais toutes les infrastructures. C'est des sujets qui sont parfois historiques et qui ont suscité beaucoup de démêlés, mais je ne connais pas suffisamment. En tout cas, je ferai l'effort de vous répondre individuellement, parce que j'ai noté les questions, dès que je serai en capacité de le faire. En tout cas, on sera vigilant, notamment sur une question qui a été posée, je me permets de le lire, par M. Castor sur le sujet de la Guyane, puisque ça fait suite au rapport qui a été voté ici sur la nécessité de mettre des moyens dans les infrastructures de transport guyanais. Très bien. Merci en tout cas, Monsieur Leroy. Je vais me permettre de vous raccompagner de sorte à ce que nos deux scrutateurs puissent prendre place. Je pense notamment à Madame Charlotte Gauchy-Bolognaise et Damien Adam. Merci, chers collègues.